Bienvenue, bienvenue à la Serre. On est ravis de se retrouver ce soir pour cette cérémonie des lauriers de l'INRAE, une cérémonie qui, comme vous le savez, va célébrer, mettre en exergue des parcours scientifiques, des réussites professionnelles qui incarnent évidemment l'excellence. Alors, on va découvrir des profils ce soir et c'est ça qui va être absolument incroyable, des trajectoires, des intuitions qui ont conduit à des réussites et à ces lauriers. Mais à l'heure, et vous le savez, à l'heure où les défis sont nombreux, il est aussi le défi climatique, le défi de souveraineté alimentaire et d'autres, je ne vais pas ici vous les énumérer ce soir. Il était aussi important de se dire que la recherche peut quelque chose face à ces enjeux majeurs. Bienvenue en tout cas, bienvenue à la Serre. Philippe Mauguin, PDG de l'INRAE, quelle chance vous avez? Oui, c'est vrai. Ah bah, je ne l'ai jamais dit encore. Non, mais moi je le dis pour vous. Je ne l'ai jamais dit à une cérémonie de laurier. Mais ce soir, je vais faire une grosse révélation. J'ai beaucoup de chance et je suis effectivement très heureux. Eh bien, écoutez, je vous donne l'opportunité de le dire. Merci, vous avez beaucoup de chance. C'est un peu un outing. Je vous laisse la parole. Merci Nora. Chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai un peu dit, je suis très heureux en général d'être président d'INRAE, mais tout particulièrement d'être là avec vous ce soir pour cette nouvelle édition des lauriers. On a, vous l'avez déjà deviné, Nora, toujours beaucoup de plaisir à se retrouver. C'est un moment un peu particulier, en général la fin de l'année, les fêtes qui arrivent, il y a un moment de fatigue, de charge pour toutes et tous. Et puis voilà, on se retrouve dans ce moment de partage. Et une nouvelle fois, cette soirée, alors c'est toujours dans un lieu différent, merci à l'équipe de la communication qui se décarcasse pour avoir chaque fois un lieu différent et ce lieu inspirant d'une serre. Évidemment, il fallait y penser, pas loin du Salon de l'Agriculture, où on se retrouve plus traditionnellement en février, pour mettre en valeur des parcours qui sont des parcours exceptionnels, mais en même temps à la fois exceptionnels et en même temps représentatifs des trajectoires et de l'engagement de nos collègues dans la communauté INRAE. Vous l'avez dit, on est déjà rapidement, on est dans un moment particulier de l'histoire de l'humanité. Je ne veux pas trop dramatiser, mais on a tous vécu un été qui succède à d'autres étés, à des moments où on a le sentiment que le climat se dérègle encore un peu plus vite. Les questions posées à la communauté humaine sont de plus en plus fortes. Se rajoutent des crises sanitaires, des crises géopolitiques, des guerres aux portes de l'Europe. Et tout ça, évidemment, ne concerne pas en permanence l'activité d'INRAE, mais quand même. Ça, en tous les cas, remet au premier plan, dans les débats publics, dans l'actualité de notre société, la question de la sécurité alimentaire, qui pouvait paraître un élément garanti pour la plupart d'entre nous, au moins dans nos pays favorisés, et on se rend compte qu'elle peut être mise en question. La sécurité alimentaire, le climat, la biodiversité, beaucoup d'enjeux, de défis qui sont ceux du quotidien de nos chercheurs, de nos ingénieurs, de nos techniciens, des agents qui sont mobilisés pour l'appui des quelques 11 500 collègues à travers le territoire qui se mobilisent pour, de façon modeste mais déterminée, mieux comprendre le vivant, mieux comprendre les liens entre l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, la planète, pour aussi essayer de concevoir des solutions, pour contribuer d'amener des réponses à ces grands défis. Et finalement, et ça va évidemment les gêner que je dise ça, parce que je parlais de la modestie, c'est effectivement un trait de caractère partagé. Ce qu'on va illustrer à travers les 7 portraits ce soir et les 7 prix qui vont être remis, c'est une forme de diversité qui est au cœur d'INRAE. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis si heureux à la tête de cet établissement. C'est la diversité des métiers, la diversité des disciplines. On va voir un petit échantillon. Évidemment, tout ne sera pas représenté ce soir. On va parler un petit peu de droit, étonnamment, et de contractualisation, de gestion des espèces aquatiques, d'alimentation, d'amélioration génétique, de viticulture, de virologie. Et on va aussi croiser ces disciplines et ces approches et ces métiers avec les enjeux, comme on vient de le dire, qui peuvent être nombreux, de la sécurité alimentaire, du changement climatique, la santé des plantes ou la santé humaine. Et c'est aussi ça qui fait le charme et je crois la force de ces lauriers. Donc un grand merci à toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci aussi au ministère de tutelle, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui sera représenté, qui l'est déjà par le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
et qu'il sera par le ministre Marc Fesneau qui va nous rejoindre et qui remettra un laurier, le laurier collectif de l'impact. Grand merci aussi au ministère de la Recherche, l'enseignement supérieur et de la Recherche. Donc Sylvie Retailleau, qui devait être là avec nous, finalement, et évidemment, elle n'avait pas trop le choix, accompagner le président de la République aux États-Unis pour parler sciences. C'est évidemment important d'avoir des bonnes coopérations au niveau international. Et c'est donc Claire Giry, la directrice générale de la recherche et de l'innovation, qui sera là à ses côtés. Et je tiens, et probablement avant qu'on lui passe la parole aussi, à remercier Philippe Gillet, le président du jury international, qui a fait un travail dans l'ombre pour sélectionner, sur la base des dossiers qu'on avait proposés, les lauréats de ce soir, Philippe et le jury international. Et je déclare symboliquement ouverte la cérémonie des lauriers. Merci. Merci beaucoup, Philippe Mauguin. Merci. Et on vous retrouvera évidemment tout à l'heure pour une remise. Et donc, un Philippe laisse place à un autre Philippe. Voilà, c'est la mode. Philippe Gillet, président du jury scientifique. Vous aussi, vous en avez de la chance. Président du jury international des lauriers, vice-président honoraire pour les affaires académiques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. J'ai tout dit? Presque. Il manque quoi? Ce que je devais dire. Ah je vous en prie. On s'était mis d'accord pourtant. Je vous ai dit que ça a dû être difficile. Et vous m'avez dit, oui, mais je broderai. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, mais maintenant que j'y suis, c'est moins facile. Ah, vous voyez. Voilà, alors bonsoir à tous. Je voulais parler de pénibilité et je voulais me diriger mon regard vers celui vers Philippe Mauguin, parce que des fois, il y a des trucs pénibles et le jury, finalement, c'est un moment pénible parce que c'est un moment de choix, puis tout le monde est bon. Et finalement, on voit des dossiers, on voit des gens, on voit du papier, mais on ne rencontre pas les gens forcément, on ne les connaît pas, on n'est pas dans l'activité quotidienne. Puis finalement, on découvre des gens, et puis on a envie de récompenser tout le monde, et finalement, à la fin, on ne récompense pas tout le monde, on n'en récompense que quelques-uns, et donc c'est finalement assez pénible. Mais c'est un moment extraordinaire aussi. C'est un moment où on voit l'INRAE finalement. L'INRAE incarné par des gens et par le travail des gens. Alors nous ne voyons que la partie scientifique. Philippe a une vision plus holistique du système, donc on récompense plus que les chercheurs, on le verra tout à l'heure. Mais nous travaillons vraiment sur la science qui se fait à l'INRAE, et c'est un moment passionnant. Finalement, le jury, il y en a quelques-uns qui sont là. Pour nous, c'est le seul moment où on fait vraiment que de la science, on regarde de la science qui se fait. Alors c'est une science particulière, l'INRAE, parce que c'est une science impliquée dans le sens où elle se cherche son ferment dans la recherche fondamentale, puis finalement elle cherche à résoudre, comme l'évoquait Philippe tout à l'heure, à résoudre des grandes questions, et puis aujourd'hui des questions de plus en plus prégnantes, ça devient quasiment difficile aujourd'hui. Et on sent au travers de ces personnes que l'on récompense ce soir, toute l'activité d'une organisation qui a décidé de faire de la recherche fondamentale son ferment, et puis qui a décidé d'adresser ces grandes questions qui nous menacent tous les jours. Donc c'est un moment qui illustre cette science fondamentale. Et puis finalement, les choix que nous faisons, à la fin, on se dit quand même, on est super content, on est heureux, parce qu'on sait qu'on a forcément récompensé des talents. On n'a pas récompensé tous les talents qu'on aurait souhaité récompenser, mais on récompense des gens passionnés, des gens qui nous poussent dans nos extrêmes. C'est-à-dire qu'on est obligé vraiment de lire même les publications, ce qui est assez rare. Vous qui êtes dans des comités, des fois, aller jusqu'à lire les publications, puis se mettre d'accord que c'est bien ça que la personne fait, finalement, pour nous, c'est comme si on avait un cours en direct de la science qui se fait, et de la science et de ses enjeux. Alors voilà, pour nous, c'est un observatoire unique, et je tenais à remercier, comme l'a déjà fait Philippe, à la fois finalement l'INRAE d'avoir organisé ces prix, qui sont essentiels, et puis les membres du jury, parce que finalement, leur pénibilité se traduit à la fois par un sentiment de joie et de travail accompli. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On ose imaginer, cher Philippe, les palabres, cette pénibilité dont vous parlez, ça doit être difficile. C'est pénible, vraiment c'est pénible. On imagine bien. Donc, vous évoquiez le terme de talent. Eh bien, nous allons commencer justement à faire la connaissance de ces talents. Je vous propose que
on entre dans le prix qui s'appelle Appui à la recherche. Ce prix salue la contribution exceptionnelle d'un ou d'une ingénieure ou technicienne aux fonctions support et soutien de la recherche. Cette année, ce prix est remis à Clara Trembert, que je vous propose de découvrir. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis Clara Trembert, responsable du service commun d'ingénierie contractuelle sur le centre-siège à Paris. Et là, nous sommes sur notre lieu de séminaire au centre INRAE à Lyon. C'est un service qui a pour ambition de rassembler et de mettre en œuvre le savoir-faire en ingénierie contractuelle et financière. Isabelle, tu es disponible pour qu'on se voit là ? Ouais. Donc j'ai reçu les retours des différentes directions d'appui sur le projet d'accord cadre avec l'Université Paris-Saclay. D'accord. Les deux principales missions, donc, c'est d'instruire les projets de partenariat de niveau stratégique pour le siège, donc aussi bien privé qu'institutionnel, académique, international, européen, et également l'appui aux politiques publiques. Je t'apporte un parapheur pour Visa concernant un partenariat avec le Canada, qui est un petit peu compliqué à négocier. Clara, j'ai juste quelques secondes pour te féliciter et te dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec toi ces nombreuses années sur ces beaux dossiers en binôme. Vraiment bravo. Oui, Stéphanie Mercier. Donc elle a quitté INRAE, je ne sais plus, il y a 2-3 ans. Elle travaille maintenant au ministère de la Recherche. Et donc elle travaillait chez INRAE Transfert. Et je m'occupais que de l'instruction des contrats privés. Et on a vraiment fait des super négociations avec des partenaires vraiment assez compliqués. C'est une super personne. Coucou Clara, tu es une personne qui sait dans son management de combiner le côté professionnel mais également le côté humain. C'est un plaisir de travailler avec toi. Du coup j'avais prévu la perruque mais je me suis dit que j'allais perdre en crédibilité. Ouais, Corentin... Oui, il est super Corentin. Très pragmatique, je trouve, c'est un peu la même approche que j'ai. Cette idée d'être au service des personnes et d'essayer de trouver des solutions aux différentes problématiques. On a une seconde mission, c'est d'animer le réseau des ingénieurs projets de partenariat qui sont vraiment le premier niveau d'appui en proximité. Alors bienvenue pour cette deuxième journée de séminaire des IPP. On a des grands principes fondamentaux qu'on essaie justement de véhiculer et en fait on forme les ingénieurs projets de partenariat. Oui Clara, je crois vraiment qu'on peut te comparer à Wonder Woman. Tu es compétente, passionnée, réactive, toujours positive. Florence, ouais, c'est quelqu'un qui a l'institut dans la peau en fait. Elle est dévouée corps et âme. Wonder Woman quand même. C'est mignon, mais je ne ressemble pas beaucoup. Hein, mais je sais pas. En fait, je me rends peut-être pas compte de ce que je fais. Je l'ai fait, mais voilà, ça fait partie du job. Alors Clara, quel autre métier aurais-tu aimé faire ? La plupart des gens que je rencontre sont très étonnés quand je leur dis que je suis juriste. C'est vrai que je suis passionnée d'art, d'architecture, de design. Je pense que j'aurais bien aimé soit être décoratrice, soit travailler dans une galerie d'art. Et là, nous sommes sur notre lieu de séminaire au centre INRAE à Lyon. Et je vous demande d'accueillir cette Wonder Woman, Clara Trembert, s'il vous plaît. Clara, je vous en prie. Et pour remettre, Clara, votre prix, Patrick Flammarion, directeur général délégué, expertise et appui aux politiques publiques. Patrick Flammarion, vous allez avoir la difficile tâche de présenter et de remettre le prix à Wonder Woman. Je ne sais pas si vous imaginez. Exactement. Alors Clara, pour devenir Wonder Woman, il a déjà fallu que tu valides un solide parcours de juriste, comme double diplômé à la fois en droit français de Nanterre
l'Université de Nanterre, et également en droit anglo-américain de l'Université de Reading en Angleterre. Cet aspect international est très présent dans ta vie et t'a probablement donné de fortes capacités d'adaptation et le goût des différences, notamment culturelles. Aujourd'hui, tu es à la tête du SCIC, SCIC, qui signifie Service commun d'ingénierie contractuelle. On l'a vu dans la vidéo, c'est le point d'entrée pour l'ingénierie contractuelle et l'appui des services des 18 centres régionaux d'INRAE. C'est quand même un flux de 3500 actes juridiques par an pour le seul domaine du partenariat. C'est considérable. Il faut savoir aussi que ce service à la Direction générale d'INRAE est une innovation juridique et partenariale qui date elle-même de la création d'INRAE en 2020. Il t'a donc fallu déployer une capacité d'adaptation, d'ouverture par rapport à des cultures partenariales très différentes, entre des partenaires très variés, car associatifs, socio-économiques, acteurs académiques de la recherche, de l'enseignement supérieur, ou bien même les acteurs qui portent des politiques publiques. Il te faut aussi probablement des super-pouvoirs pour assurer la constante adaptation juridique dans un organisme de recherche avec des gens qui, par nature, ont le don de créer, d'inventer, de sortir du cadre, justement. Le SCIC peut s'appuyer également sur tes talents d'organisation et de planification du travail. Et enfin, je me permets d'insister sur ce point, sur la très grande importance que tu accordes aux hommes et aux femmes de ton équipe. Tu parles avec le sourire, tu négocies avec le sourire, tu portes des parapheurs avec le sourire. Sourire qui, selon l'auteur américain William Arthur Ward, est la langue universelle de la bonté. Avec le sourire, donc, tu prends le temps d'expliquer, le temps de l'écoute, pour comprendre les intérêts de tous et arriver à un point d'équilibre acceptable pour tous. Tu aimes la confiance et tu crées la confiance autour de toi. Alors, Clara, c'est pour tout cela et pour ton engagement constant et enthousiaste que j'ai le très grand plaisir de te remettre ce laurier de l'appui à la recherche. Et ce prix arrive derrière vous, Patrick Flammarion. Clara, Patrick, venez peut-être un peu plus, voilà, pour qu'on ait derrière les lauriers. Bravo. Merci, cher Patrick, pour ce joli portrait et pour cette distinction. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je suis très fière et honorée de recevoir ce laurier Appui à la recherche. Et à ce titre, je remercie vraiment chaleureusement la Direction générale de l'Institut. Sincèrement, je ne m'y attendais pas. En fait, j'en suis d'autant plus heureuse qu'au-delà de la récompense personnelle, il s'agit de la reconnaissance par l'Institut du travail de tout un service. Je partage donc ce laurier avec ma formidable équipe qui m'accompagne depuis bientôt 3 ans pour leur investissement, leur professionnalisme et leur constante bonne humeur. Donc merci donc à Florence, Carole, Céline, Mélène, Mélanie, Corinne, Jean-Marc, Corentin et Dionine. Il est vrai que début 2020, lorsque le service s'est créé, les conditions de travail étaient loin d'être simples et le challenge était important. Alors qu'on était post-fusion, en pleine pandémie et en télétravail une grande partie de l'année. Malgré cela, nous avons appris rapidement à nous connaître, à travailler ensemble, trouver une organisation qui fonctionnait pour coordonner l'appui en ingénierie contractuelle pour l'ensemble du partenariat du nouvel institut et ainsi être lisible des acteurs internes et efficace dans le traitement des demandes. Bien évidemment, le SCIC ne fonctionnerait pas aussi sereinement sans le soutien des 7 directions qui pilotent le service et les liens de confiance qui se sont tissés à travers ces années. Donc un grand merci aux directrices et directeurs qui portent le partenariat au sein de l'Institut. Bon, je vais vous épargner les acronymes. Donc merci à la Direction de l'enseignement supérieur des cités de l'Europe, la Direction des relations internationales, la Direction de l'appui aux politiques publiques et la Direction du partenariat de transfert pour l'innovation. Mais également merci à la Direction des affaires juridiques, à la Direction financière du financement et des achats et la Direction de la coordination des services d'appui à la recherche. Ainsi qu'à leurs adjoints et bien évidemment toutes leurs équipes. Par ailleurs, je n'en serais pas là aujourd'hui sans la confiance de mes directeurs successifs qui m'ont proposé de belles opportunités d'évolution, ont cru en moi et m'ont challengé.
Je remercie tout particulièrement Philippe Lenné de m'avoir proposé tout d'abord la responsabilité d'un pôle au sein de la direction du partenariat Transfert pour l'innovation, puis d'avoir porté auprès de la direction générale ma candidature pour la direction du service commun. À travers ce laurier, je souhaiterais également mettre en avant le réseau des ingénieurs projets de partenariat qui sont le premier niveau d'appui en proximité des unités de recherche en matière de partenariat, avec lequel le service commun a des liens quasi quotidiens et qui réalise un travail remarquable, vraiment. Alors, ce qui est à la fois valorisant et passionnant quand on travaille au sein d'un institut public de recherche tel qu'INRAE, c'est qu'on a la chance de pouvoir accompagner des femmes et des hommes de talent portés par leurs projets et travaux de recherche et ainsi intervenir sur des dossiers pionniers avec des enjeux majeurs pour notre avenir et que l'effort que l'on fournit sert l'intérêt collectif. Et cet effort va effectivement se poursuivre dans les mois et années à venir avec les nombreux projets issus du plan d'investissement France 2030 que l'on va accompagner. Pour finir, merci à ma famille, à mes amis qui sont essentiels à mon équilibre. Merci également à l'équipe de tournage, la direction de la communication pour l'organisation de cette belle cérémonie. Très belle soirée à tous. Je vous remercie. Merci Clara, bravo. Merci beaucoup. Est-ce que les photographes ont assez de photos? Encore une? Non, alors on me dit, ah bah oui, mais Wonder Woman, on l'a qu'une fois. Donc il va falloir, pardon, que vous vous mettiez tous les deux au milieu, avec les lauriers derrière. Ah bah oui, là, photocall. Et vous pouvez les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci et bravo. Merci. On continue. Cette fois-ci avec le laurier Innovation pour la recherche. Ce laurier est attribué à un ou une ingénieure ou technicienne qui a apporté une contribution remarquable dans le développement de méthodes ou d'outils au service de projets scientifiques ou d'infrastructures de recherche. Ce prix est remis à Didier Azam et lui aussi. Est-ce que c'est un Wonder Boy? Je ne sais pas, mais je vous propose de le découvrir en vidéo. Bernard. Bonjour Didier. Ça va? Il n'y a pas de souci sur les analyses? Ça avance bien? Bien, ouais. Je suis Didier Azam, je suis directeur de l'unité expérimentale d'écologie et d'écotoxicologie aquatique, l'U3E, du centre INRAE Bretagne-Normandie. Je manage cette unité dans tous les sens du terme, à la fois en termes humains, financiers, gestion des programmes de recherche qui se développent dessus, avec deux grands types d'activités. La première qui tourne autour des installations qui sont sur Rennes, avec le suivi des impacts et pressions exercés soit par des espèces invasives, soit par des produits phytosanitaires, soit par des activités humaines sur ces écosystèmes. Longueur totale 70, longueur céphalo 35-52. Le but de ces opérations est de mieux comprendre les facteurs qui régulent la dynamique de cette population d'écrevisses invasives. Et puis une grosse activité aussi qui est de suivre les populations de poissons migrateurs avec des installations conséquentes en termes de piégeage de ces animaux qui vont nous permettre de voir l'évolution de ces populations et indirectement celle de ces écosystèmes. Voilà, donc là c'est un étang qui nous sert à produire du poisson, en l'occurrence des gardons, c'est pour avoir une certaine traçabilité et ensuite ces animaux-là on va les répartir dans les autres bassins, dans les autres étangs. Salut Didier, tu sais que c'est très précis, hein, que ce soit au travail ou en dehors. Je suis fier d'avoir pu travailler avec toi dans tout ce temps. C'est Frédéric Marchand, c'est mon adjoint, c'est mon complice depuis presque toujours, avec qui on a pu développer l'U3E. Voilà, je pense que sans lui, beaucoup de choses n'auraient pas pu être faites. Donc Laurent Bolatan qui est le chef du pôle MIAM sur les poissons migrateurs et leur environnement et qui est là et était sur un groupe de travail sur les anguilles en Irlande. C'est quelqu'un de valeur aussi que j'apprécie énormément. Les enjeux principaux, ça va être tout ce qui tourne autour de la biodiversité, voir si la complexité que l'on avait disparaît, ce que ça peut avoir comme effet sur le maintien de ces systèmes aquatiques, en termes de qualité d'eau, de quantité, d'endroits où les poissons peuvent bien vivre, etc. etc. Bonjour Didier, les bénévoles
de la bobine sont très fiers de toi, tu sais. Et puis à bientôt pour partager notre passion commune, le 7e art. C'est une des activités parallèles que j'ai en dehors de l'INRA. Effectivement, je ne suis pas cinéphile, je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà, mais j'aime bien le cinéma et je participe depuis le début des années 2000 à cette association qui est un cinéma de campagne, mais 2 salles, donc c'est un multiplex. Coucou papa, félicitations pour ton laurier. Voilà, j'espère que tu es fier de toi d'avoir reçu ce prix. Maintenant que je t'ai félicité, il nous reste plus qu'à trinquer. Allez, je te fais des gros bisous. Papa en 3 mots, curiosité, passion et travail. Je suis fier de ta réussite. Tu m'as rendu fier tout au long de ma vie. Tu es vraiment admirable, merci beaucoup et bravo encore. Mes enfants, là, forcément, c'est touchant. Voilà, moi aussi, je suis fier d'eux. Ils ont tous bien réussi, ils se sont bien débrouillés, et puis bon vent à eux, j'espère que tout se passera bien pour leur vie à eux. Alors Didier, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'étais pas rentré à INRAE? Je pense que j'aurais continué dans l'enseignement, puisque j'avais commencé ma carrière par cet aspect-là, toujours autour des milieux aquatiques. Mais bon, si ça n'avait pas marché, j'avais un plan B qui était plutôt la cuisine, même si à l'époque c'était pas à la mode, j'aurais pu m'orienter vers ces choses-là. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Salut Didier. Salut. Et voilà, c'est ça là, une écaille. C'est une écaille. Et je vous demande d'accueillir Didier Adam, s'il vous plaît, je vous en prie. Et Didier, pour vous remettre ce prix, Carole Caranta, directrice générale déléguée Sciences et Innovation. Alors, cher Didier, je sais que vous n'aimez pas trop être mis en avant et que pour vous, c'est un peu une épreuve ce soir. Mais vraiment, à l'échelle d'INRAE, vous faites partie de ces héros très discrets, en référence à un film d'Audiard. Et votre parcours à INRAE, ce n'est pas du cinéma, c'est le moins qu'on puisse dire. Entré à l'INRA il y a plus de 40 ans, en tant qu'ACT au laboratoire d'écologie hydrobiologique de Rennes, vous avez gravi l'ensemble des échelons via des concours internes pour être aujourd'hui ingénieur de recherche hors classe. À ce titre, vous êtes vraiment un exemple et vous accompagnez tous les agents de l'unité expérimentale que vous dirigez pour les pousser et les encourager à progresser. En tant que directeur de cette unité expérimentale qui rassemble un collectif de plus de 30 personnes, mais aussi en tant qu'expert auprès de la Commission nationale des unités expérimentales en charge en particulier des infrastructures sur l'environnement, vous portez avec conviction, j'y reviendrai plus tard, une vision stratégique pour ces unités au service de la recherche et du développement. En effet, tout au long de votre carrière, vous avez su innover et faire de l'UE écologie et écotoxicologie aquatique un support indispensable à la conduite de travaux de recherche pluridisciplinaires qui abordent l'ensemble des composantes biotiques et abiotiques des hydrosystèmes continentaux. Alors, vous avez innové sur le plan expérimental et votre rôle a été déterminant dans la mise au point et l'homogénéisation, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais vous m'expliquerez, d'une souche de limnée sélectionnée par INRAE et qui sert à réaliser des tests de toxicité sur des gastéropodes. Aujourd'hui, la marque Renilis qui est homologuée par l'OCDE. Vous avez su également innover sur le plan de la diffusion et vous avez été un précurseur de l'open data, par exemple en attribuant très très tôt des DOI aux métadonnées qui étaient produites par l'Observatoire de recherche en environnement sur les poissons que vous co-animez. Et ainsi, vous avez porté une attention toute particulière à rendre accessible aux communautés scientifiques, grâce à des outils que vous avez développés en interne, des bases de données, l'ensemble des données de l'unité. Vous les avez également mis disponibles dans des bases européennes ou internationales. Et vous avez été également co-signataire d'un des tout premiers data papers qui ont été produits par INRAE et certainement le premier produit par une unité expérimentale. Pour finir, vous avez également su innover dans le domaine du partenariat et vous êtes à l'origine de la collaboration étroite avec l'Office français de la biodiversité sur les sites expérimentaux
In Natura qui sont gérés en Bretagne et en Normandie. Et vous avez eu un rôle fédérateur pour accompagner les activités de recherche des différentes unités INRAE travaillant sur les écosystèmes aquatiques et notamment lors de la récente fusion avec IRSTEA. Bref, vous êtes un exemple à suivre dans bien des domaines. Précurseur également dans tous les processus de labellisation, alors les nôtres, mais également les processus de normes ISO. Vous êtes également, ou avez été un acteur clé de plusieurs infrastructures de recherche qui sont inscrites sur la feuille de route nationale des infrastructures, par exemple ANAE ou encore l'IR-Live que vous co-animez. Alors il paraît aussi que vous savez grogner. Grogner sur des lourdeurs administratives. Non, pas ce soir. Grogner sur des éléments de politique scientifique qui ne vous paraissent pas assez clairs ou trop loin du terrain. Mais l'ensemble des gens qui m'ont pu me parler de vous disent oui, il grogne, mais il est surtout force de proposition. Voilà, c'est donc avec un très grand plaisir que je vous remets ce soir le laurier INRAE de l'innovation pour la recherche. Ne vous inquiétez pas, j'ai 3 pages, mais c'est écrit gros parce que je ne veux pas mettre une. Donc bonsoir à tous et puis merci pour ce laurier. C'est avec beaucoup d'humilité, de fierté, mais non sans émotion que je me retrouve devant vous ce soir. Pour moi, ce prix fait partie des choses totalement improbables et qui normalement n'arrivent qu'aux autres. Bon, dans tous les cas, je suis assez fier qu'au travers de ce laurier, notre travail autour de l'écologie, de la biodiversité aquatique soit mis en avant. Surtout en ces temps où l'on apprend que les populations d'espèces d'eau douce à l'échelle mondiale ont diminué de plus de 80% en 50 ans. Donc loin de moi la prétention de penser que nous allons régler cela avec nos activités, mais y apporter modestement quelques réponses, c'est déjà un début, et en parler et en faire parler, ça ne peut pas faire de mal. De même, au travers de cette reconnaissance, je souhaite mettre en avant l'ensemble du dispositif expérimental d'INRAE, dispositif unique, divers, nécessaire, qu'il faut préserver, me semble-t-il, sans pour autant oublier de le faire évoluer. L'INRAE est un bel établissement qui m'a permis d'exercer plusieurs métiers, de côtoyer des gens formidables. J'ai eu une carrière bien remplie, source de satisfaction. On m'a fait confiance, on m'a confié des responsabilités. On m'a accordé quelques moyens et en toute humilité, je pense les avoir fait fructifier au service de l'Institut, mais aussi bien au-delà. Bon, ce laurier, pour moi, est une belle récompense, mais je ne peux l'accepter sans remercier tous ceux qui ont contribué à ce que je sois là ce soir, et ils sont nombreux. Alors tout d'abord ma famille, mon épouse, mes enfants, qui a plus d'un titre ont facilité mon implication et mon engagement professionnel. Une pensée pour mes parents, qui ont très vite compris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de supporter ma passion pour les milieux aquatiques. Bien sûr, un merci à la direction générale d'INRAE et au jury qui a retenu ma candidature, Catherine Bastien, chef du département Écodive, et toute son équipe qui m'ont proposé et soutenu, et puis à tous ses prédécesseurs qui m'ont supporté dans tous les sens du terme. Merci aussi à tous les gens bienveillants et constructifs que j'ai croisés et qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Alors, je vais me risquer à en citer juste quelques-uns, en espérant que tous ceux qui ne le seront pas ne m'en voudront pas trop. Je pense plus particulièrement à André Neveu, Jean-Luc Baglinière, Thierry Caquet, Étienne Prévost, Agnès Bardonnet, Laurent Bolaton, mais aussi Patouchka et Gilles Aumont, et plein d'autres que je croise au quotidien ou que j'ai croisés à l'occasion des nombreux programmes mis en place sur l'unité ou des divers groupes de travail ou commissions. Alors une mention un petit peu particulière pour Frédéric Marchand, complice et ami dans cette belle aventure depuis très très longues années et sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Voilà. Enfin, en toute sincérité, si ce laurier m'est attribué ce soir, je suis bien conscient qu'il ne dépend pas de moi seul, mais bien de celui de toute une équipe du 3E. Techniciens, ingénieurs, titulaires, CDD, personnel mis à disposition, rattachés à l'unité, que tous soient ici chaleureusement remerciés.
Le fonctionnement d'une unité multisite est éclaté, comme est l'unité expérimentale d'écologie et d'écotoxicologie aquatique, n'est possible que parce qu'il m'est facile de déléguer les activités menées sur les différentes implantations. Je sais que je peux m'appuyer sur des agents motivés, compétents et qui assument pleinement les responsabilités qui leur sont confiées. C'est une chance. Merci à vous. Pour finir, je veux juste citer un petit proverbe africain qui résumait bien mon parcours. Tout seul, on va parfois plus vite. Ensemble, on va toujours plus loin. Merci à tous et bonne soirée. Merci Didier Azam, bravo, bravo à vous. Je reprendrai vos mots, Didier Azam. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est pour le coup vraiment ce qu'on peut dire de la recherche, quoi. Ce moment d'intelligence collective où finalement, tout seul, vous ne pouvez pas faire grand-chose. On va continuer, bravo en tout cas. On va continuer avec le laurier Espoir scientifique. Espoir scientifique, ce prix est ouvert aux chercheurs de moins de 40 ans. Il est attribué à une chercheuse récemment recrutée à l'INRAE, dont il récompense le travail particulièrement probant. Cette année, il s'agit de Claire Berton-Carabin, que je vous propose de découvrir en images. Salut Elena. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Super. Ça marche cette émulsion? Ouais, ben justement, elle est prête. Ah super, merci beaucoup. De rien, à plus. À plus. Salut Michel. On a l'émulsion à digérer? Ah super, tout est prêt. Merci. Bonjour, je m'appelle Claire Berton-Carabin, je suis directrice de recherche au sein de l'unité BIA, Biopolymère Interaction Assemblage, sur le centre INRAE Pays de la Loire, sur le site de Nantes. Je travaille sur les propriétés et la stabilité d'émulsions alimentaires, telles que la mayonnaise. Tu vois, on a des structures qui sont distinctes entre les protéines et les lipides. Ouais. Des toutes petites structures sphériques. On peut avoir une séparation de l'huile et de l'eau, donc qui conduit à une destruction du système. D'autre part, on a aussi des problèmes liés à la stabilité oxydative, donc chimique, de ces molécules. Une génération de défauts sensoriels, un rancissement, comme on le dit généralement. Coucou ma Clairette, je profite de cette petite vidéo pour te glisser un message rassurant. Ma voiture se fait vieille, je vais bientôt la remplacer. Mais pas question de me séparer de ce précieux souvenir. J'ai de quoi customiser et rendre unique ma nouvelle voiture. Trop bien. C'est Lucie Biro. Après ma thèse, j'étais partie en postdoc aux États-Unis et avec une autre amie, elles étaient venues nous voir. On est toujours restés en contact. Les années où j'étais aux Pays-Bas, elle est venue. Bon, c'est quelqu'un de très très important. Salut Claire, maintenant que tu es rentrée au pays de la gastronomie, j'aurais une question à te poser. Quel est le pire truc que tu aies mangé aux Pays-Bas? Alain Riaud-Blanc, qui est mon responsable d'équipe ici. Le pire truc que j'ai mangé, en fait, je crois que je ne l'ai pas mangé, c'est cette espèce de pâté jaune fluo, soi-disant à base de viande de poulet curry, que les Néerlandais adorent mettre sur leurs tartines. Là, je suis désolée, mais pour moi, c'est un no-go. En plus de devoir assurer la stabilité physique et oxydative de ces systèmes-là, on doit le faire dans un contexte de transition protéique où on va utiliser préférentiellement des protéines d'origine végétale plutôt que des protéines d'origine animale. Ce sont des protéines qui ne vont pas se comporter du tout de la même manière, donc il est important de comprendre leurs propriétés dans des systèmes d'émulsion. Ce qu'on cherche à faire aussi, c'est formuler des aliments qui soient meilleurs pour la santé, avec des stratégies qui vont plutôt aller vers l'utilisation d'ingrédients naturels et biosourcés. Là, je reconnais. Mais papa, c'est quoi cette bouteille d'huile? Papa, c'est quoi cette bouteille d'huile? C'est à maman qu'il faut poser la question. C'est elle la scientifique. D'ailleurs, c'est quoi une grande scientifique de nos jours? Bonne question. Bon, donc mon mari Steve et puis mes deux enfants, Louis qui va bientôt avoir 7 ans et une dent en moins, on le voit bien sur la vidéo, et Anna qui va avoir 5 ans. Oui, Louis, c'est quoi une grande scientifique? Je pense que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je pense qu'en tant qu'enfant curieux, je suis sûre que tu comprends ça, je le vois tous les jours d'ailleurs. C'est aussi quelqu'un qui sait parfois dire
qu'on ne sait pas. C'est bon, là, je fais les prélèvements. C'est parti. Ça marche. Oui, oui. Le pH gastrique, je suis bien la consigne. Le dernier volet important du travail que je fais en recherche, c'est aussi comprendre quel est le devenir en conditions digestives de ces émulsions. Bon alors Claire, c'est bien beau tes histoires d'émulsions et tout ça, mais finalement, qu'est-ce qu'on mange demain? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire forcément qu'on va aller vers une alimentation tournée vers une part plus importante d'aliments ou d'ingrédients d'origine végétale. Et puis je l'espère aussi davantage d'oméga 3. Après, tu connais la citation « Prediction is difficult, especially about the future ». Finalement, qu'est-ce qu'on mange demain? Alors demain, je ne sais absolument pas ce qu'on va manger. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'hier, j'ai mangé un petit risotto avec des artichauts, ce qui est le côté petite touche végétale. On en fait une deuxième petite dans la foulée pour en avoir deux. Et je vous demande d'accueillir une grande scientifique, Claire Berton-Caramin. Je vous en prie. Et pour remettre ce prix, Philippe Gillet. Philippe, encore un moment qui va être très pénible pour vous. Hein. Je vois que la pénibilité, ça va être vraiment le fil rouge de votre soirée. Ouais, absolument, quand on aime ça, on continue. Chère Claire, un peu d'émotion, j'espère. Il faut toujours commencer comme ça. Écoutez, dans mon introduction, vous avez entendu tout à l'heure, je parlais de cette science impliquée. Je crois que vous l'incarnez à merveille, cette science qui se nourrit de la recherche fondamentale, qui est faite de curiosité, de travail en équipe, de défis qu'on revisite sans cesse, de collaboration multiple, de continuité. Et cette recherche impliquée, c'est aussi une recherche responsable, en résonance avec les grands défis auxquels nous faisons face, dans cette période difficile que nous avons déjà évoquée, et où les trois piliers des sociétés, en fait, que sont la nourriture, l'énergie et la santé, vacillent en ce moment et se fissurent grandement. Nous savons que les systèmes alimentaires sains et durables et inclusifs sont essentiels à la réalisation des objectifs mondiaux de développement et de durabilité. Le développement d'une agriculture responsable, on l'a déjà évoqué, et de chaînes de nourriture sûres sont les leviers les plus puissants sur lesquels agir pour mettre fin à la pauvreté et assurer une croissance durable, mais aussi compatible, comme vous l'évoquiez à la fin de la vidéo, avec une meilleure santé de l'humanité. Demain, c'est déjà aujourd'hui pour vous. On le note, en tout cas on l'a vu dans le dossier, c'est des idées qui foisonnent. Je pense que vous n'arrêtez pas, vous l'avez évoqué, hein, la science c'est quand même quelque chose qui fonctionne sur le foisonnement. Des projets portés par des engagements en faveur d'une transformation minimale des ingrédients ou des matières premières, de la durabilité des produits et de leur qualité nutritionnelle. Alors les émulsions, c'est votre univers. Les gourmands pensent tout de suite, et vous l'évoquiez, à mayonnaise et vinaigrette, dont il faut le dire, quand on essaye de les faire et qu'on fait de la cuisine expérimentale, l'équilibre et la texture restent souvent incompréhensibles, hein, finalement. Mais ces émulsions sont présentes, et peu de gens le savent, dans de nombreuses, si ce n'est toutes les filières agroalimentaires. Elles sont critiques pour élaborer la nourriture de demain, à partir de ressources correctement utilisées, pour la stocker durablement, en cherchant, et je pense que c'est un vrai challenge, dans le monde végétal, de nouveaux antioxydants et stabilisateurs. Alors les émulsions n'ont pas de secret pour vous, on ne le sait pas bien, c'est un espace assez compliqué qui va de l'échelle du nanomètre à l'assiette finalement, et donc demande une cuisine élaborée pour comprendre tout cela. Donc tout y passe pour comprendre ce monde instable de l'émulsion que l'on cherche depuis longtemps à stabiliser. Alors en lisant votre dossier, finalement comme je suis un curieux, je suis allé lire deux, trois choses, et finalement vous les citez, et vos travaux trouvent leurs racines dans ceux d'un dénommé Percival Pickering, horticulteur et chimiste de la fin du 19e siècle, qui a été un des grands pionniers de la recherche que vous menez aujourd'hui, mais d'un autre encore plus connu, qui est Wilhelm Ostwald, prix Nobel de chimie en 1909. Et puis finalement, quelqu'un qui nous est cher, c'est Pierre-Gilles de Gennes. Pierre-Gilles de Gennes, qui était le grand spécialiste de ce qui est devenu une discipline, la matière molle, parce que c'est effectivement ça que vous faites, cette matière molle qui est cette matière indescriptible, instable, et qu'un autre chimiste de l'INRAE a mis au goût du jour. Il s'agit d'Hervétis, que vous connaissez, et qui finalement a travaillé sur ça. Je vous invite à lire un passage merveilleux d'un échange entre Hervétis et Pierre-Gilles de Gennes sur la stabilité de la crème anglaise. Magnifique extrait sur le fait que la farine, finalement, c'est pénible. Et chère Claire,
Vous êtes là pour continuer à nous faire rêver par la science fascinante que vous conduisez, car nous y croyons. C'est pour ça qu'on vous honore ce soir. Mais vous êtes aussi là parce que vos travaux ont des impacts pour le futur de notre planète et notre capacité à nous nourrir de manière durable et simple, saine et simple, si vous voulez. C'est pour tout cela que le jury a souhaité vous décerner ce soir ce laurier avec l'ensemble de ses félicitations. Merci et bravo à vous. Merci beaucoup, merci Monsieur Gillet, et je suis évidemment très touchée de recevoir ce laurier, et je tiens tout d'abord à remercier la direction d'INRAE, le jury scientifique et la direction du département Transform qui a proposé ma candidature pour ce laurier. Alors il me faudrait beaucoup plus que 3 minutes pour remercier individuellement tous ceux qui m'ont accompagnée et soutenue depuis mes débuts dans le monde de la recherche, et c'est pourtant à eux tous que j'ai envie de m'adresser en premier lieu. Donc un grand merci tout d'abord à tous mes collègues nantais, les étudiants, les membres du personnel technique, les personnes qui m'aident pour les aspects administratifs et les partenariats, les jeunes chercheurs et les chercheurs tout court, bien sûr. Ce laurier représente pour moi une très belle récompense, mais avant tout la reconnaissance d'un travail collectif. Donc, depuis 2 ans et demi que j'ai rejoint l'unité BIA et l'équipe ISD, je mesure tous les jours la chance que j'ai de travailler avec des gens qui ont une telle expertise et un tel enthousiasme. Donc cela, je le dois à la direction d'INRAE et du département Transform qui m'ont donné la chance de rejoindre le laboratoire de mes débuts, auquel j'ai toujours voué un attachement très fort depuis lors. À cet effet, je remercie aussi chaleureusement d'ailleurs mes encadrantes de thèse et tous ceux qui m'avaient aussi aidé et soutenu lors de cette période très particulière et très importante. Je pense bien sûr aussi à mes collègues et étudiants néerlandais qui ont tenu et tiennent toujours une place essentielle dans mon travail. Certains ont d'ailleurs fait le déplacement ce soir, j'en suis très touchée, je les en remercie et j'espère qu'ils l'auraient fait quand même s'ils avaient su les choses terribles que j'ai confessées quant à la gastronomie néerlandaise. Mais cette année passée à l'université de Wageningen ont été très formatrices, remplies de défis aussi, et ont certainement constitué un tremplin essentiel dans ma carrière. Et donc pour boucler la boucle depuis ma thèse, je tiens aussi à évoquer et à remercier mes encadrants et mes collègues de l'université de Penn State où j'avais passé une année extraordinaire. Une des choses que je préfère dans mon métier, c'est aussi cette chance qu'on a de pouvoir s'impliquer dans des réseaux de recherche, à la fois au sein d'INRAE, avec d'autres établissements en France et aussi à l'étranger. Et je tiens donc à remercier l'ensemble de tous mes collaborateurs. J'ai notamment une pensée pour les membres du bureau et du conseil d'administration de la Société française pour l'étude des lipides. Enfin, un grand merci aussi à mes proches qui doivent me supporter, notamment dans les périodes chargées, parfois stressantes, et tout ça pour d'obscures histoires d'émulsion. Enfin, grâce à la vidéo, ça devrait être beaucoup plus clair à présent. Et donc, je pense particulièrement à mes parents, à mon mari et à mes 2 petits rayons de soleil, Louis et Anna. Donc, pour terminer, recevoir ce prix aujourd'hui, en 2022, prend aussi une connotation particulière. Cela a été évoqué, étant donné que les défis auxquels la société et les scientifiques sont confrontés n'ont jamais paru aussi tangibles et colossaux. Il est clair que les systèmes alimentaires ont un impact majeur sur notre santé et sur l'environnement, et sur celle de l'environnement. Et comme nombre de mes collègues, je suis convaincue qu'une approche globale, interdisciplinaire et concertée est absolument nécessaire pour répondre à ces défis. Donc essayer d'apporter notre petite pierre à cet édifice par le travail que l'on fait avec mon équipe, c'est une grande source de motivation. Tout comme le fait de faire un métier où on ne trouve pas toujours ce qu'on cherchait au départ, mais où on apprend toujours de nouvelles choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo Claire Berton-Carabin, merci. Pardon, vous voulez refaire des photos? Ah bah si vous voulez, mais Philippe veut refaire des photos. Ah ben non, mais oui, c'est très pénible, vous l'avez dit vous-même. Oui, le sens de la pénibilité, selon vous. Allez, une dernière. Voilà. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue cette fois-ci avec le laurier du défi scientifique.
Ce prix récompense une contribution exceptionnelle d'un ou d'une chercheuse entre 40 et 55 ans à la résolution d'un défi scientifique. Oui, alors effectivement, il y a des tranches d'âge. J'aurais peut-être pas dû le dire. C'est vrai que c'est pas sympa. Mais bon, après tout, pourquoi ça devrait être problématique de dire son âge ? Donc, quelqu'un qui est un peu plus installé dans sa carrière, dirons-nous, et qui a contribué d'une manière exceptionnelle à la résolution d'un défi scientifique. Et ce prix donc, du défi scientifique est remis à Sophie Niklos, que je vous propose de découvrir en images. Bonjour Valérie. Bonjour Sophie. Bonjour Camille. Bonjour Sophie. Tout est prêt pour la manip de ce matin? Oui, parfait. Bonjour, je suis Sophie Niklos, directrice de recherche INRAE à l'UMR Centre des sciences du goût et de l'alimentation, sur le centre INRAE Bourgogne-Franche-Comté. Bienvenue dans mon laboratoire d'observation bébé. Dans ce laboratoire, je dirige une équipe qui s'intéresse au comportement alimentaire de l'enfant en lien avec des enjeux de santé. On sait que les conditions de vie précoces vont fortement jouer sur l'état de santé de l'enfant et de l'adulte. Elle est vraiment bien pincée en fait. Le froncement des sourcils, c'est quand même aussi plutôt des signaux de rejet. Coucou Sophie, le petit Théo a 9 mois et 1 livre. La carotte, je lui propose comment? En purée, écrasée à la fourchette, en morceaux, petits, gros, mous, durs, en carottes râpées. Merci Docteur Tournier pour cette question extrêmement importante. On a montré toutes les deux que c'était pas nécessaire d'avoir des dents pour pouvoir mâcher. Je serais tout à fait pour ne pas aller sur la purée, mais plutôt sur un petit morceau pas trop cuit pour qu'on puisse stimuler un tout petit peu la mastication de ce petit Théo de 9 mois. Salut Sophie, moi j'aurais juste un petit mot à te dire. Casse-sous les véganes. Ah là là, quelle horreur ce truc. Il y avait une étudiante vegan qui nous avait traîné dans un resto vegan. Le vegan, c'est bien dans certaines circonstances, mais pas le cassoulet. Mauvais concept. On utilise des études observationnelles expérimentales au laboratoire. On va chercher à contrôler certains facteurs, notamment la qualité des aliments proposés à l'enfant, ou alors les interactions avec ses parents dans les modalités de nourrissage. Il a l'air quand même assez à l'aise, tu vois, enfin, très curieux. On a aussi des études en population. Bonjour. Bonjour. On va suivre des cohortes d'enfants recrutés dès la naissance. On voulait juste revérifier en fait les endroits où on pourrait installer les ordinateurs pour les scans des plateaux. Et enfin, la troisième catégorie d'études qu'on mène, c'est des études interventionnelles liées au comportement des parents pour regarder les répercussions sur l'état de santé de l'enfant et son comportement alimentaire. Coucou maman, c'est Gaspard. Je voulais juste te dire que j'étais très fière de toi pour tout ce que tu as accompli. Moi aussi que j'étais fière de toi de continuer à exercer tes passions, donc la sculpture et parfois le tennis, la cuisine, tout en travaillant très dur comme tu le fais. Ouais, alors là, il est gentil, hein, mais d'habitude, il me reproche plutôt de passer trop de temps au travail. Le tennis, c'est vraiment de moins en moins, malheureusement. La sculpture, là, c'est plutôt dans la deuxième vie parallèle, quoi, celle qui me manque tant. Qu'est-ce qu'on a loupé avec Gaspard pour qu'il ne mange plus des poisses? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de sa préférence alimentaire dans son jeune âge? Eh ben, écoute, c'est ta faute. C'est toujours la faute du père hein, quand c'est pas la faute de la mère. Donc, je pense que tu aurais dû continuer à lui proposer des tartines de beurre avec de l'époisse dessus, comme tu sais très très bien les déguster. Gaspard et moi, on te propose un nouveau défi. Ce nouveau défi, eh bien Sophie, c'est de buller avec nous dans les plus belles mers du globe. Alors, prête? Ah mais oui, toujours prête pour buller avec vous. Alors buller, alors pas buller, pas rien faire, ça c'est juste impossible, je sais pas faire en fait. Par contre, aller faire des bulles sous l'eau, oui, voilà, je signe tout de suite, avec plaisir. Ouais. En complément de ces enjeux de santé publique, on s'intéresse aussi à la durabilité de l'alimentation. On travaille en collaboration avec la restauration scolaire de la ville de Dijon pour accompagner vers une transition alimentaire, notamment autour des menus végétariens. Tiens, mais bonjour toi. Alors Sophie, maintenant, on fait quoi hein? Alors c'est toi qui me poses cette question. Bah écoute, on continue, hein. On a encore pas mal de challenges à relever. Le défi du siècle, réchauffement climatique. On va essayer de faire quelque chose via l'alimentation, notamment via l'alimentation des enfants. Donc, on y va.
y en est perdu. Non, mais je te dis, on est en plein dédoublement de personnalité, là, en fait. Je ne suis pas celle que vous croyez vraiment. Je vous demande d'accueillir Sophie Niklos, s'il vous plaît. Et pour remettre ce prix, Philippe Mauguin. Bon, on aura compris, Sophie, que vous préférez plutôt manger un bon cassoulet plutôt que de buller autour du monde. Et vu les enjeux, ouais, vous n'êtes pas prête de prendre du temps, quoi. Pas tout de suite. Philippe, je vous en prie. Merci, chère Sophie. Bon, on a vu déjà le soutien dans la salle qui est acquis, comme aux autres lauréats. Je suis très heureux de vous remettre ce prix du défi scientifique cette année. Ça a été dit, on l'a vu au travers de la vidéo, mais je vais le compléter un peu. Vous êtes une experte reconnue mondialement des comportements alimentaires. Et vos travaux, je n'aurai pas le temps de détailler, probablement vous non plus, ont mis en lumière deux notions fondamentales qui sont au carrefour de la science, de l'alimentation et de la santé. La première, on l'a vu, c'est que la période de la toute petite enfance est une période fondatrice pour le développement du comportement alimentaire. Et la deuxième, c'est à partir de ces connaissances, il est possible de favoriser des comportements alimentaires de l'enfance à l'âge adulte, à l'échelle de l'individu, à l'échelle du collectif, qui ont un impact durable sur une alimentation saine et durable, qui est un peu une des missions fondamentales d'INRAE. Alors ça a commencé depuis, avant vous, depuis le début des années 80, le concept d'OAD, que j'ai découvert du coup, le Developmental Origins of Health and Disease, avec des travaux d'épidémiologistes et de biologistes qui regardaient l'impact des comportements dès la petite enfance sur la santé ultérieure des humains. Et vous avez évidemment inscrit dans ces pas-là, dans ces recherches, vos travaux pour aller plus loin et voir comment, de façon très précise et très documentée, ces premières habitudes alimentaires allaient avoir une influence. Et vous avez été donc parmi les pionnières sur la compréhension des mécanismes d'apprentissage des préférences chez les nourrissons. Vous avez pu montrer que les stratégies axées sur le plaisir de manger, et ça nous fait évidemment à toutes et tous plaisir d'entendre ça, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, je le vois qui sourit aussi. Voilà, le plaisir est un élément fondamental pour l'apprentissage des associations qui vont permettre ensuite d'acquérir ces comportements, dès les nourrissons et tout au long de la vie. Vous vous êtes aussi attaché à étudier la complexité du comportement alimentaire de la sphère humaine périnatale et à concevoir des protocoles scientifiques. C'est pas simple, j'imagine, de travailler avec les tout-petits, d'avoir des protocoles scientifiques qui soient sérieux, rigoureux, calibrés, pour étudier ce comportement alimentaire. Nourrir sainement les enfants, évidemment, est un enjeu majeur, à la fois pour prévenir à la fois des maladies, mais on ne parle peut-être pas assez dans notre pays et dans le monde entier des grandes pandémies. On a beaucoup parlé de la pandémie du Covid. On ne parle pas beaucoup des grandes pandémies de l'obésité et des maladies qui sont liées finalement, les maladies métaboliques, au dysfonctionnement de la sphère alimentaire et puis tous les cortèges de maladies, diabète, maladies cardiovasculaires. On ne va pas pourrir l'ambiance ce soir, mais bon, il vaut mieux les prévenir, essayer de les prévenir dès la petite enfance plutôt que de les guérir ensuite dans des conditions beaucoup plus lourdes et coûteuses. Et ça, je crois que c'est vraiment au cœur de vos travaux, des publications que vous avez pu mener. Et puis, ce qui a été remarquable aussi dans cette carrière qui est loin d'être finie, on l'a compris, Nora, mais qui est un moment d'expansion et de forte visibilité, c'est les interfaces aussi entre la nutrition, la santé, les sciences humaines et sociales, et puis les interfaces aussi avec la recherche médicale. C'est tout un enjeu et à l'échelle de l'Institut, vous le savez, on est très engagé à développer des partenariats avec nos collègues de l'INSERM, avec les collègues des hôpitaux aussi, et en France, mais aussi au niveau international et au niveau mondial. Et le travail que vous avez mené est de ce point de vue-là exemplaire. Il a déjà été récompensé en 2018 par le prix international Danone de l'alimentation qui avait été décerné sous l'égide de la Fondation française pour la recherche médicale. Et puis, l'autre dimension, pour accélérer un peu mon propos, c'est la capacité à transférer, la capacité à faire de l'impact. Et ça, c'est évidemment une préoccupation, on l'a dit tout au long de cette soirée, importante pour tout l'Institut. C'est comment on conduit ces travaux, des publications jusqu'à l'impact. Et donc, vous êtes très engagé auprès des pouvoirs publics, que ce
ce soit les ministères français de l'Agriculture, de la Santé, Santé publique France, pour éclairer les politiques publiques, les faire évoluer. En 2021, dans le cadre de la campagne mangerbouger.fr, vous avez peut-être, je crois, pour la première fois enrichi ce guide des recherches et des résultats sur les aspects comportementaux de l'alimentation, au-delà des simples recommandations nutritionnelles. Et vous travaillez aussi pour que ce guide Manger-Bouger soit concrètement décliné avec l'espoir qu'on puisse mesurer l'indice de masse corporelle dès 3 ans pour anticiper le plus possible les conseils et le suivi de l'alimentation et prévenir les risques d'obésité. Et puis voilà, vous êtes aussi engagé dans une démarche territoriale. Et ça aussi, je pense que c'est un message important, c'est-à-dire qu'on peut être dans la recherche publique fondamentale, dans les labos, mais aussi être acteur des territoires, de territoires ruraux ou urbains. Là, en l'occurrence, c'est la métropole du Grand Dijon qui s'est engagée dans un projet d'alimentation saine et durable. Alors, on a, je ne sais pas si votre collègue Philippe est là. Il est là, je ne le vois pas. Il est là, voilà. À croire qu'il y a une forme de connexion dijonnaise, mais c'est vraiment le jury qui a tranché, puisque Philippe Lemanceau avait été déjà couronné d'un laurier pour une carrière d'agronome. Donc l'agronome et la nutritionniste se rencontrent, et c'est logique. Si on veut concevoir des systèmes alimentaires sains et durables de demain, évidemment, il faut qu'on connecte l'agriculture et l'alimentation. Voilà toutes ces raisons qui ont justifié que le jury reconnaisse la qualité de ces travaux exemplaires et me donne le plaisir de vous remettre aujourd'hui ce magnifique laurier. Merci beaucoup, Philippe. Donc, monsieur le ministre, monsieur le PDG, cher Philippe, chers collègues et amis. Merci beaucoup pour cette introduction puis ce résumé de mon parcours. Effectivement, je vais avoir du mal en 3 minutes à tout faire tenir dans ce temps limité. Cette année, ça fait 2 fois. On se retrouve dans des circonstances comme ça. Alors, jamais 203, je ne sais pas. Et ça, c'est un petit poke aussi pour Nathalie Munier-Jolin, la présidente de notre centre Bourgogne-Franche-Comté, puisque le prix défi scientifique revient à notre centre pour la 2e année consécutive. Voilà. Alors moi, j'ai de la chance, je viens de dépasser le cut-off. Pour ceux qui s'interrogent, j'ai 40 ans et demi, donc je viens d'arriver à la limite. Voilà. En plus sérieusement, je voudrais vraiment remercier le jury international et Philippe Gillet pour avoir sélectionné mon dossier, et Lionel Brétillon, le chef de mon département alimentation humaine, pour avoir cru en ses qualités et l'avoir présenté. Je voudrais remercier aussi ceux qui m'ont soutenu ou poussé tout au long de mon parcours. Je pense notamment à Sylvie Issanchou, Jean d'Allongeville et Christine Cherbu, que je n'ai pas encore vue, mais je crois qu'il est là. Vous m'avez tous beaucoup encouragé et soutenu, et ça a été très important dans mon parcours. Alors ce soir, je suis vraiment particulièrement fière que cette thématique soit à l'honneur, le travail sur l'alimentation, qui n'a pas toujours été naturel à INRAE d'un point de vue historique, mais qui fait maintenant vraiment partie des piliers, et notamment le travail sur le comportement alimentaire et celui de l'enfant. En effet, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement central dans toutes nos vies, donc c'est un sujet essentiel, mais aussi complètement banalisé de fait, alors que pour moi, aucun autre domaine n'allie autant aussi merveilleusement le corps et l'esprit que le domaine de l'alimentation. Et donc, c'est ce qui en fait aussi toute la richesse et tout l'intérêt. Donc, en étudiant la manière dont les comportements alimentaires se forment dès les premières expériences alimentaires, j'ai pu éclairer l'origine des préférences alimentaires, même si je n'ai pas résolu le mystère de l'époisse, effectivement, et de notre capacité à contrôler nos apports, et notamment comment ces aspects se construisent en interaction avec notre environnement. Et là, je fais tout autant référence à l'environnement physique que l'environnement psychosocial ou aux aliments et à leur qualité sensorielle et nutritionnelle. Donc, comme il a été rappelé, étudier l'alimentation de l'enfant permet aussi de comprendre le rapport complexe de l'environnement de vie précoce et de la qualité nutritionnelle, en particulier à la santé de l'adulte. Et ça constitue ainsi un levier formidable pour la prévention de la santé.
Et donc c'est vraiment pour cette raison qu'il m'a semblé utile de transmettre aussi largement que possible les connaissances qu'on a pu acquérir dans ce domaine. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu contribuer aux dernières mises à jour des recommandations officielles concernant l'alimentation de l'enfant, donc en appui des travaux de l'ANSES, du Haut Conseil de Santé publique France, du Conseil de santé publique et surtout de la mission de Santé publique France, avec qui on a eu la chance de pouvoir collaborer sur l'élaboration du nouveau guide de l'alimentation des enfants de 0 à 3 ans. Merci aux collègues de Santé publique France pour votre écoute sur ce sujet. Et dans un contexte où le double spectre de l'obésité, mais aussi de la maigreur, est plus présent que jamais, il nous faut continuer à porter ce sujet. Et on marche sur une ligne de crête assez étroite pour contrecarrer les désordres de l'environnement alimentaire, tout en essayant de valoriser le plaisir à manger, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est aussi extrêmement important en termes de prévention de la santé publique et où le modèle gastronomique français peut nous protéger. Alors, jusqu'à présent, j'ai beaucoup dit je, mais bien sûr, c'est un abus de langage. Je n'aurais rien pu accomplir sans l'équipe formidable qui m'accompagne au quotidien, qui fait du bruit là-bas. La plateforme Chémosens et aussi toute l'unité du Centre des sciences du goût et de l'alimentation. L'étude du comportement alimentaire, surtout de l'enfant, n'est pas un domaine que nous avons réussi à faire passer à la moulinette du haut débit. Ces travaux sont longs et lents, au rythme du développement de l'enfant. Et je ne dirai jamais assez toute ma gratitude envers l'équipe pour l'accompagnement dans ce travail, et notamment les doctorantes qui font un travail formidable. Donc merci vraiment, cœur sur mon équipe. Voilà. Dans l'équipe, on ne s'intéresse pas qu'aux enfants, on s'intéresse aussi à tous les âges de la vie. Et nous avons devant nous effectivement un nouveau défi scientifique. Alors, comme je n'ai que 40 ans et demi, j'ai encore pas mal de temps pour le relever, c'est bien. Ce défi lié à la crise climatique, j'espère que collectivement nous parviendrons à trouver la voie pour inciter les consommateurs à adopter une alimentation décarbonée, mais toujours pleine de goût et riche de sens, puisque ce qui est bon à manger doit être bon à penser, comme le disait Claude Lévi-Strauss, et c'est quelque chose qui doit toujours nous guider, je pense, dans les progrès ou les travaux qu'on peut faire autour de l'alimentation. Nous avons effectivement commencé dans notre territoire à Dijon, donc sous l'impulsion d'un ancien laurier, Philippe Lemonceau, qui est passé du côté de l'action publique. Et c'est vraiment une expérience assez intéressante de pouvoir collaborer ensemble pour essayer de voir comment on peut faire avancer ce sujet. Donc j'espère que cette expérience dijonnaise nous servira à comprendre comment transformer en profondeur le système alimentaire vers une plus grande souveraineté, une plus grande résilience. C'est un vrai challenge. On parle de défis scientifiques, finalement, étudier les préférences des enfants, même si c'était compliqué, ça n'a pas été... Enfin, c'est long, mais ça se fait. Transformer le système alimentaire, il y a de nombreuses résistances à tous les étages, et je pense qu'il va nous falloir... Il faut bien au moins l'alliance d'un agronome et de quelqu'un qui travaille sur l'alimentation pour réussir à achever ce défi. J'espère qu'on y parviendra, parce que le challenge, il est maintenant et aujourd'hui, et on ne peut plus attendre. Voilà. Donc je vous remercie encore pour ce prix qui m'honore. Et vive la recherche. Bravo Sophie Nikos, bravo. Merci. Elle a été faite la photo. Merci beaucoup. Et bravo une nouvelle fois. On arrive au Grand Prix. Ce Grand Prix récompense une personnalité qui a contribué d'une manière exceptionnelle au rayonnement de la recherche agronomique et couronne l'ensemble d'une carrière qui peut commencer dès 28 ans et demi. Donc, je vous demande d'applaudir Thierry Candresse qu'on va découvrir en images. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Mariam. Everything okay? Yeah. Ok. Je suis Thierry Candresse, directeur de recherche en virologie végétale à l'INRA de Bordeaux-Aquitaine. Bonjour. Tout le monde sait qu'il y a des virus qui infectent les gens, les animaux, etc. Il y a aussi des virus qui infectent les plantes, qui font des dégâts parfois très importants sur les cultures. Oui, là, on a des choses sympas. Je pense que des choses comme ça, on peut prélever. J'en prends 2. Ouais, ok. Mon métier, c'est de les étudier
pour mieux les comprendre et puis pour développer des stratégies qui permettent de lutter contre eux. J'aime beaucoup de choses dans mon métier, la liberté d'aller où la recherche nous entraîne, comprendre un peu la biologie de ces organismes vraiment particuliers que sont les virus. J'aime le travail en équipe, j'aime les interactions avec les collègues en France et à l'étranger. C'est une vraie passion en fait pour moi, la recherche. Thierry, I think you have the great talent to tell science as a story that everyone wants to listen. Ça c'est Déborah, c'est une des 2 thésardes qui sont au labo actuellement. Des jeunes comme ça dans le labo, ça apporte aussi de la vie et on s'encroute un peu moins. Bonjour Thierry, je vous salue de mon jardin en Slovaquie, d'où vient la plupart des virus qu'on a caractérisés ensemble. J'espère que notre collaboration va encore continuer. À très bientôt. C'est un collègue étranger, un collègue slovaque qui s'appelle Miroslav Glasa. C'était un collègue, c'est devenu un ami. Ah. Thierry, Fred n'est pas là aujourd'hui, mais devine ce que je suis en train de chercher. Olivier Le Gall, un super collègue, un ami, un de mes premiers thésards. On a pendant de nombreuses années fait des observations ornitho sur le site INRAE de la Grande Ferrade. Là maintenant c'est la migration. Qu'est-ce qu'il regarde? Je ne sais pas. Il y a un certain nombre de choses qui pourraient passer sur le centre. On a déjà séquencé ces machins-là? Ouais. Il y a quand même... Non, mais c'est pas la bonne taille. C'est une grande unité où il y a à peu près 160 personnes. Dedans, une équipe de virologie que j'ai animée pendant de nombreuses années. Puis les gens qui travaillent vraiment au jour le jour avec moi, c'est un petit groupe, un petit collectif. Et on a la chance à l'heure actuelle, par exemple, d'avoir 2 thésards. Coucou papa, félicitations pour ton laurier. Passionné comme tu es, je suis sûre que tu inspireras encore beaucoup de jeunes thésards. Et à la fin de la journée, tu seras toujours mon docteur de salade. Ma fille Camille, à un moment donné, on travaillait beaucoup sur les virus de salade. À l'époque, elle était petite, donc pour lui expliquer qu'est-ce que je faisais, mon travail, c'était je suis le docteur des salades. Qu'est-ce que tu fais là, moi? Bonjour, moi. C'est pas trop barbant d'étudier tout le temps des virus qu'on ne voit jamais? Ah non, c'est assez fantastique de pouvoir essayer de comprendre comment un virus avec 5, 6, 7 gènes, il arrive à faire tout ce qu'il fait. En prime, aujourd'hui, c'est plus facile à expliquer aux gens ce qu'on fait. Tout le monde est devenu un virologiste. Bon, alors un jour, il faut qu'on fasse du virome de noyer. Et je vous demande d'applaudir bien fort Thierry Candrès, le docteur des salades, donc. Et pour vous remettre votre prix, Thierry, Claire Giry, directrice générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci à tous. Ah, si c'est bon, voilà. Monsieur le Président, directeur général, cher Philippe Mauguin, Monsieur le Ministre, Monsieur Marc Fesneau, Mesdames et Messieurs les lauréats, chers collègues également, et Monsieur Thierry Candrès, vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui, d'autant plus après avoir vu cette petite vidéo très personnelle, ça donne vraiment envie de prendre plus de temps pour discuter. Mais pour l'instant, c'est avec joie que j'ai répondu à l'invitation d'INRAE pour vous remettre ce Grand Prix 2021 qui vient, qui prend place dans cette cérémonie des lauriers. Donc, Monsieur Candrès, en découvrant votre beau parcours, je me suis souvenue de cette belle phrase de Jean Giono: pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Alors, nous n'aurons pas le temps ce soir de prendre ces longues années, mais on voit bien que votre action s'inscrit dans la durée. Sans pour autant avoir pu justement vous observer longuement cette phrase, dans cette œuvre de Giono, l'homme qui plantait les arbres me fait penser que j'ai justement trouvé l'homme qui soignait ces arbres. Avant de résumer, et les salades, je l'apprends également aujourd'hui. Avant de résumer brièvement le parcours qui vous a rendu digne de cette distinction, j'aimerais rappeler l'importance de l'INRAE au sein de notre écosystème académique. L'INRAE a déjà une longue histoire, créée sous le nom d'INRA en 1946 et ayant donné naissance avec IRSTEA en 2020 à INRAE. Votre institution a acquis une renommée internationale
Et elle s'est créée à partir d'une question qui est simple, comment nourrir la France? Elle a su se constituer bien au-delà comme un lieu majeur de la recherche académique en dépassant largement cette question initiale qui pourtant reste très fortement d'actualité aujourd'hui. Nous le savons tous et toutes, le rôle essentiel que qu'INRAE joue et jouera pour répondre aux enjeux mondiaux de ce début de siècle sont majeurs. Et ce rôle est majeur, pardon. En cela, c'est une joie supplémentaire que d'être avec vous ce soir pour cet événement annuel. Depuis 2021, les lauriers d'INRAE récompensent dans le domaine très large de l'agriculture celles et ceux qui ont contribué à faire progresser la recherche. Des progrès que l'on peut espérer tant en matière d'innovation pour la recherche elle-même que pour l'appui à la recherche. Reste que pour toutes ces actions aient du sens, il nous faut des chercheurs et des chercheuses remarquables. Et c'est vous, Monsieur Candrès, qui cette année avez été choisi pour recevoir ce Grand Prix des lauriers d'INRAE, ce Grand Prix qui récompense l'excellence de la recherche, qui repousse les frontières de la connaissance scientifique. Comme je le disais plus haut, vous êtes l'homme qui soigne les arbres. Virologue de formation, vous vous spécialisez dans la question des arbres fruitiers. Vous avez apporté vos contributions à la recherche en matière de maladies mosaïques, en particulier des châtaigniers. Vous me dites si je m'écarte de la réalité. Ça va? C'est vrai aussi. Ah. Mais également concernant la jaunisse de la betterave. Le mélange de couleurs commence à être compliqué. On travaille dessus. Mais d'autres espèces encore. Je me suis rendu compte en me renseignant sur vos travaux que les naturalistes, les agronomes et parfois les biologistes ont un avantage sur les physiciennes et les physiciens. C'est le privilège du laboratoire à ciel ouvert. Je pense particulièrement à cette anecdote où, à l'occasion d'une promenade, paraît-il, sur les bords du canal du Midi, où vous avez récolté des échantillons rares sur des frênes qui ont contribué à l'avancement de votre recherche. Mais je pense que vous faites ça partout où vous allez. À peu près. Voilà. Mais par contre, les lauriers, ce sont des faux. Ne faites rien. Cela montre que les méthodes et outils de la recherche ont pour vous une très grande importance. Pour donner un autre exemple, vous voyez très tôt l'enjeu du haut débit et en quoi son usage peut contribuer substantiellement aux avancées de la recherche. De ce que j'ai compris, cette technologie a pu vous servir notamment dans le séquençage de l'identité génétique des virus, depuis que les nouvelles approches virologiques se font par l'ARN. Vous avez aussi su vous montrer inventif et créateur. Vous participez au développement de la notion de pathobiome, qui renvoie aux interactions microbiennes entre les agents pathogènes et leurs hôtes. Cette approche ouvre des champs nouveaux, elle décentre les perspectives, à la fois pour expliquer les pathologies, mais également pour les soigner. Et là encore, vos travaux rappellent la place centrale de la recherche, mais également des grandes institutions comme INRAE, leur place dans la constitution du monde de demain. Prochainement à la retraite, je me suis laissé dire que vous consacrerez votre temps à de nouveaux thèmes de recherche qui vous passionnent. Je pense en particulier à un ambitieux projet que vous portez pour vérifier si oui ou non la biodiversité végétale des plantes est liée à une plus grande diversité de virus. Ça, vous me raconterez, ça m'intrigue. Mais vous n'êtes pas seulement ce chercheur d'envergure dont je brosse le portrait, mais comme les autres lauréats, vous êtes soucieux des conditions d'existence de la recherche et d'exercice de la recherche. Vous avez été chef de département adjoint et puis vous êtes à l'origine de l'Institut fédératif de recherche biologie végétale intégrative que vous avez dirigé pendant 14 ans. Et vous êtes à la tête de l'UMR Biologie du fruit et pathologie depuis plus de 10 ans et vous continuez sur ce rôle. Dans vos fonctions de directeur, vous avez toujours soutenu la formation et la formation des jeunes chercheurs. Vous avez également permis l'existence d'un des premiers laboratoires internationaux associés avec le Japon sur la biologie des fruits. Votre dialogue permanent avec la communauté internationale des chercheurs vous a conduit à publier toute votre vie avec des collègues étrangers. Votre expertise reconnue est requise auprès de l'EFSA, l'autorité de santé européenne. Elle a été requise pendant de nombreuses années. Et à cette échelle, vous avez également contribué à la mise en réseau des collections de virus essentiels pour les diagnostics, les vaccins et bien d'autres usages encore. Donc on voit bien le triptyque recherche, expertise. Et maintenant, je vais être sur l'autre pilier de ce triptyque, qui est la formation justement des jeunes. Vos collègues et vos anciens élèves s'accordent à dire que vous êtes un excellent pédagogue. L'importance que vous avez accordée à la formation, à la transmission a été constante dans votre parcours. Votre implication récente dans le programme européen de formation doctorale Marie Curie en atteste. En transmettant votre passion, là encore, vous avez participé au rayonnement de la recherche.
Et je sais que dans votre travail, il a la douce folie qui vous anime, pour reprendre un mot cette fois-ci de Verlaine, est très appréciée de tous. On la sent dans votre regard, cette douce folie. Parce que, voilà, elle est plus que douce, là, j'entends que... et elle est donc très appréciée de tous, on l'entend aussi dans l'écho que nous avons eu. Parce que vous êtes très attaché à faire grandir la connaissance et à la transmettre, je crois que vous avez, en plus de les avoir soignés, planté des arbres pour l'avenir, à l'image justement du semeur de Giono. En somme, par vos qualités de chercheur, par votre implication constante dans la recherche, par votre âme de pédagogue, vous avez justifié pleinement votre place ce soir. Et pour vos travaux, pour vos actions, pour ce que vous êtes, je suis heureuse de vous remettre le prix 2022 de l'INRAE. Je ne sais pas... Merci Madame la Directrice Générale. Mesdames et Messieurs, d'abord mes remerciements à INRAE, une grande et belle maison qui sait reconnaître et inspirer des parcours divers et extrêmement variés, comme on l'a vu ici ce soir avec cette cérémonie des lauriers. Alors quand on reçoit comme ça un prix pour une quarantaine d'années, une carrière d'une quarantaine d'années, on a bien sûr énormément de personnes à remercier. Heureusement, quand on en arrive au stade où j'en suis, si on oublie quelques personnes, on pourra sans doute mettre ça sur des problèmes de sénilité précoce. Donc ils voudront bien m'excuser, j'espère. Alors, je voudrais commencer par remercier ma famille, mes parents, mon épouse, ma compagne, ma fille, qui m'ont soutenu et supporté pendant toutes ces années, qui ont supporté mes horaires un peu délirants par moments, mes absences, mes déplacements, etc. Et ça a toujours été un ancrage extrêmement important. Je voudrais aussi remercier quelques bonnes fées qui se sont penchées sur mon berceau de jeune scientifique à l'époque. J'ai une pensée pour Alain Coleno qui m'a inoculé le virus de la pathologie végétale, et des pensées pour Jean Dunez, pour Josie Beauvais, pour Ted Diner, qui m'ont montré très tôt ce que c'était que la recherche et ce que pouvait être un chercheur. Et puis des remerciements pour mes chefs de département successifs qui m'ont toujours témoigné beaucoup de confiance, m'ont donné beaucoup de liberté. Vous avez vu que j'ai travaillé sur un très grand nombre d'espèces, donc on peut parler un peu de dispersion sans aucun doute. Et voilà, et une pensée particulière pour Christian Lanoux et Emiliano Liastro qui ont poussé mon dossier, alors que personnellement, je n'y croyais pas du tout. Voilà. Au-delà de ça, j'aimerais vraiment remercier tous les collègues, que ce soit en France ou à l'étranger, avec qui, au fil des ans, j'ai pu tisser des liens et travailler, que ce soit des collègues qui travaillaient dans l'administration de la recherche, dans les services d'appui, que ce soit dans les serres, vous avez vu qu'on travaille dans les serres, que c'est très important pour nous, que ce soit dans les laboratoires, que ce soit aussi dans l'administration de la recherche. Je salue par exemple ici ce soir deux personnes dans la salle, Christian et Marie-Lou, qui m'ont accompagné pendant moultes années à la direction d'une très grosse unité, et je n'aurais pas pu continuer à faire de la recherche sans des personnes comme ça, très engagées, et c'est super important pour arriver à maintenir un équilibre entre l'administration et la recherche. Voilà. Et puis bien sûr, je voudrais remercier ici les gens qui ont toujours travaillé ou qui ont travaillé de près avec moi en virologie, l'équipe de virologie INRAE de Bordeaux, bien sûr, les nombreux thésards qu'on a eus au fil des années, et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux sont des chercheurs ou des chercheuses établis en France, à l'étranger, qui ont acquis eux-mêmes leur propre reconnaissance. Et puis bientôt, Déborah, que vous avez vu, va soutenir à la fin janvier. Donc ça sera elle, ma dernière thésarde. Voilà. Donc les collègues avec qui je travaille au jour le jour, certains sont là, d'autres sont dans l'hémisphère sud aujourd'hui, Armelle, Laurence, Marie, Chantal, Thierry, etc.,
vraiment un grand merci à eux. Et puis ce que j'espère au final, c'est que j'ai pu leur apporter un peu de ce que eux m'ont apporté tout au long de ma carrière. Et puis j'espère que se réalise pour eux, comme c'est réalisé pour moi, se dire, alors apparemment de Confucius, qui aurait dit « Choisissez un métier qui vous plaît et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie ». Voilà, je vous le souhaite à tous et à toutes aussi. Et je pense que la recherche est un métier, est une activité où on a le plus de chances de voir se réaliser cette maxime de Confucius. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Thierry Candresse, bravo. Bravo à vous. J'ai droit à un dernier mot. Je vous en prie. Et puis, merci aussi à toutes et à tous d'être ici ce soir et pas devant le championnat du monde. Merci beaucoup Thierry Candresse. Et bravo. Claire Géry, est-ce que vous me permettez une petite entorse au protocole? Je vous en prie. Je vous en prie Thierry, vous pouvez retourner à votre place. Vous êtes ici, alors vous remplacez brillamment Madame la Ministre qui a le meilleur mot d'excuse puisqu'elle est aux États-Unis avec le Président de la République. Mais je rebondis sur ce que disait Thierry Candresse à l'instant. Quand on a la chance de faire ce métier, voilà, on peut peut-être expérimenter cette sentence de Confucius. Vous ne travaillerez peut-être pas un seul jour de votre vie. Toutefois, quand on voit à quel point justement la recherche, enfin cet enjeu est absolument central face aux défis dont on a parlé ce soir depuis le début de la soirée, comment aujourd'hui, face aux chercheurs qui sont dans cette salle, vous pouvez garantir que d'autres, derrière, ces thésards, ces doctorants, ces post-docs, pourront bénéficier peut-être aussi de cette chance-là? Alors c'est un vrai enjeu, garder de l'attractivité pour notre recherche, c'est clé. On a bien sûr une loi de programmation de la recherche qui nous y aide, qui nous donne une chronique financière ambitieuse que d'autres ministères nous envient, je le dis aussi, qui joue aussi sur les parcours scientifiques, bien évidemment les carrières, sur les moyens dans les laboratoires, mais une autre forte motivation, on l'a entendu sur plein de ces exemples, c'est qu'à INRAE en tout cas, il y a des travaux sur des enjeux de société qui sont majeurs, qui sont des sujets d'avenir, qui sont des sujets urgents, très mobilisants aussi pour les jeunes et voilà, avoir cet environnement de recherche sur lequel on travaille pour qu'il soit le plus attractif possible, plus de si beaux sujets, j'espère que ça va continuer à attirer les jeunes. Bon, on espère que ça va continuer à les attirer si on leur en donne les moyens, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup en attendant, Claire Géry. Merci d'avoir été avec nous. Et on arrive, alors je ne vous cache pas qu'on est très en retard, mais quand on dit aux gens, vous prenez 2 minutes de présentation, en général, il faut compter au moins le double. Mais on arrive au prix impact de la recherche. Un laurier collectif qui distingue une contribution exceptionnelle d'une équipe INRAE à la transformation de connaissances scientifiques et qui bénéficie à toute la société. Je vous propose de découvrir l'équipe Vigne Résistante portée par Didier Merdinoglu, Christophe Schneider, François Delmotte et Laurent Delière, et c'est en images. Ah Vincent, tout va bien, rien de particulier? Ouais, non, ça va, tout va bien, ça marche. Bonjour Didier. Je voulais venir voir avec toi comment ça se passait pour les croisements. Écoute, ça se passe bien, on a plusieurs baies là dans les différents filets. Je m'appelle Didier Merdinoglu, je suis directeur de recherche à l'unité Santé de la vigne et qualité du vin à l'INRAE de Colmar. Bonjour, salut Clarisse. Alors, comment ça s'est passé ces vendanges sur Greffe Adapt? Eh ben, tout se passe à merveille, comme d'habitude. Super. Bravo, vous avez fini, non? On est sur la fin. Ok. On est sur les derniers rangs. Bonjour, je suis François Delmotte, chercheur au laboratoire Santé et Agroécologie du Vignoble à INRAE, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de notre groupe est d'apporter des solutions aux grands enjeux de la viticulture qui sont la réduction des intrants phytosanitaires et l'adaptation au changement climatique. Nous, on est une équipe essentiellement de généticiens. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'apporter des solutions en termes de nouvelles variétés
Bonjour Didier. Quand tu as commencé à présenter ton idée de création de variétés résistantes en 1999, te souviens-tu de la manière dont ce projet a été accueilli? Oui, je m'en rappelle très très bien. Autant dire que cette idée était accueillie comme un chien dans un jeu de quilles. La première chose, c'est que j'y croyais très fort. Et ce qui est le plus important, c'est que j'ai trouvé tout un ensemble de collègues qui ont été très vite convaincus par ce projet. À Bordeaux, en collaboration avec Colmar, on s'est beaucoup intéressé à la question de l'origine du mildiou, car c'est une espèce qui a été introduite en Europe. Et pour faire de la création variétale, il faut avoir une connaissance approfondie de ce pathogène dans son bassin d'origine qui est l'Amérique du Nord. Nous avons donc entrepris de grandes campagnes de prospection sur les vitis sauvages américains. This is a really well-deserved honor. I look forward to future collaborations with you, and I hope you enjoy the day. Je remercie Lance Cadel-Davidson qui travaille à l'Université de Cornell. Nous avons effectivement le projet de tester les variétés résistantes françaises notamment dans cette région d'Amérique du Nord. Faire des variétés résistantes et adaptées au changement climatique, c'est très bien, mais il faut avant tout que ces variétés soient capables de produire des raisins qui eux-mêmes sont adaptés à la production de vins de haute qualité. Alors on est en train de déguster un vin élaboré avec une variété naturellement résistante, l'Artaban, qui est très bon. Et au final, c'est la qualité du vin qui garantira l'impact de nos recherches. Un grand merci à l'équipe Vigne, variété résistante. L'agriculture de demain a besoin de ce genre d'innovation qui nous permettront de répondre aux attentes socio-environnementales. C'est Gabriel Rush et c'est le directeur de la cave Foncalieu. C'est les premiers à avoir planté d'aussi grandes surfaces et d'avoir commercialisé un vin avec une étiquette qui est fantastique, hein, et puis ils l'ont nommé Nouveauté. En 2017, notre équipe a créé un nouvel outil, l'Observatoire Oscar, qui s'appuie sur la collaboration avec les viticulteurs et les organisations professionnelles qui ont planté ces variétés résistantes. Les données du réseau Oscar montrent que nous obtenons une réduction de 85 à 95% des traitements en conditions réelles de production. Quel défi pour nous tous que d'avoir des vins de qualité avec des cépages résistants, donc sans intrants ou presque sans intrants. Ce défi est en train d'être relevé. D'un point de vue réglementaire, nous avons réussi à faire évoluer les textes au niveau européen. Un grand merci et bonne continuation. Je suis flatté, effectivement. Bernard Farge, une des personnes importantes qui a fait évoluer la législation récemment. Et avec l'intégration des cépages résistants aux AOC, le suivi va devenir quelque peu obligatoire et donc le réseau Oscar va pouvoir à nouveau s'agrandir. Mais Didier, finalement, ce sera quoi la ville de demain? C'est une excellente question. T'en penses quoi, toi, François? Je sais pas, mais en tous les cas, ça serait une vigne qu'on n'aurait plus besoin de traiter, non? Ni de la greffer. Il faudrait en tout cas qu'elle s'adapte au changement climatique. Mais vous avez des pistes, n'est-ce pas, Didier? L'Artaban. Et c'est bon. Très bon. Car au final, c'est la qualité du vin qui... Oh putain, c'est pas vrai. Et je vous demande d'accueillir l'équipe Vigne Résistante, Didier Verdi-Doglu, Christophe Schneider, François Delmotte, Laurent Denière. S'il vous plaît. Toute l'équipe. Allez-y. Et pour remettre ce prix... Et pour remettre ce prix Impact de la recherche, je vais vous laisser tranquillement arriver sur scène. Installez-vous. Voilà donc l'équipe Vigne Résistante qu'on a en partie découvert dans ce petit film. Et pour vous remettre ce laurier collectif Impact de la recherche, c'est Monsieur le ministre Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, que j'appelle sur scène. Monsieur le ministre, c'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Le président Mauguin disait qu'il ne fallait pas casser l'ambiance. Moi, je vais essayer de ne pas lasser l'ambiance, compte tenu du nombre de discours qui ont déjà été faits. Mais j'ai l'impression que c'est une œuvre collective. En tout cas, ce que je vois sur la scène, qu'on vient saluer. Mais vous avez tous, au fond, au travers de vos prix, salué vos équipes, y compris quand c'était un prix individuel, et saluer le travail collectif que vous meniez. Donc, je suis très heureux de remettre ce prix, mesdames et messieurs, parce que d'abord, c'est l'opportunité ce soir de saluer la communauté scientifique impliquée dans les grandes transformations, on l'a vu ce soir,
qui sont à l'œuvre dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans l'alimentation, pour faire face au dérèglement climatique et aux défis immenses de la transition écologique et environnementale. Et donc je suis très heureux d'être là pour ce premier motif-là. Deuxième chose, c'est de dire que nous avons avec l'INRA la chance l'INRA est. C'est parce que j'ai passé largement la quarantaine. Et donc je reste avec un peu d'ancienne terminologie. C'est mon côté vieux jeu. Avec l'INRA, donc, un institut de recherche qui est un formidable institut, non seulement reconnu au niveau national, mais ça c'est bien une évidence, mais au niveau européen et international. Et ça va être précieux dans les transitions qu'on doit mener, qu'on a devant nous à mener, parce que je pense qu'on aura besoin plus que jamais de science, j'en dirai un mot tout à l'heure. Deuxième élément, c'est qu'on a besoin de travailler à essayer de trouver des solutions, à essayer par la recherche de trouver des solutions pour faire face aux défis à la fois de la transition agricole, je le disais, mais aussi aux défis peut-être encore plus puissants sur lesquels vous avez travaillé aussi, qui est le défi du dérèglement climatique. J'en dirai un mot juste après, mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. La troisième chose que je voulais dire, c'est que je me sens que les politiques publiques sont là pour inciter à cette collaboration, pour inciter à la recherche, pour en créer les conditions, pour favoriser ici, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, plus que jamais l'interdisciplinarité. On est dans des modèles qui sont complexes, des enjeux qui sont complexes et qui vont encore plus inciter à l'interdisciplinarité. Mais à l'INRAE, on avait l'habitude, depuis longtemps, de travailler sur l'interdisciplinarité. Troisième chose que je voulais dire, c'est sur la question de la recherche. On a singulièrement besoin aujourd'hui de recherche, on a besoin d'en montrer les fondements, d'en montrer l'utilité pour faire face aux grands défis qui sont devant nous. En agriculture, mais bien au-delà. Dans le pays de Pasteur, c'est bien de rappeler la nécessité de la recherche. Alors la recherche, c'est des choses un peu particulières dans le monde dans lequel on vit. C'est plutôt le temps long que l'immédiateté du moment. C'est plutôt dire, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, ce qu'on sait, et puis aussi ce qu'on ne sait pas. C'est plutôt essayer de faire une démonstration que de dire « il y a qu'à faucon ». Et donc je reconnais que c'est un monde un peu singulier dans le monde dans lequel on vit. Mais je pense qu'on a plutôt besoin de ça dans le monde dans lequel on vit que d'autres choses. Et donc je voudrais saluer la communauté scientifique que vous êtes ce soir, et le travail que vous faites, parce qu'il me semble que c'est très important. Et donc, je voudrais, au travers de vous, saluer ce prix collectif. Là, on est sur un travail qui a été sur les vignes résistantes, qui travaille à la fois sur la capacité à s'abstraire, à sortir des produits phytosanitaires, et c'est le défi majeur que nous avons devant nous en termes de production, et puis aussi à le faire dans les conditions de dérèglement climatique, je le disais tout à l'heure, qui sont les nôtres. C'est un double enjeu. Et puis là, nous sommes sur un produit emblématique. Quand même, en France, le vin... c'est un sujet emblématique. D'ailleurs, c'est un peu frustrant de vous voir déguster sans savoir. Alors, Philippe Mauguin me disait, c'est bien. Parce que manifestement, lui avait déjà œuvré sur place. Il a fait un travail de terrain approfondi. Mais il me semble que c'est là, sur un sujet aussi emblématique que celui-là, vous avez besoin de combiner aussi un troisième sujet, c'est d'offrir un produit qui soit à la hauteur de ce qu'est l'imaginaire, et plus que l'imaginaire, et ce qu'est la France au travers de son patrimoine viticole. Et ça, c'est un enjeu supplémentaire par rapport à d'autres enjeux parfois de production. Et donc la filière viticole a souvent été très en avance de ces sujets, et je voudrais saluer le travail qui a été fait avec l'INRAE, avec les viticulteurs, en particulier les instituts de recherche viticoles, parce que là, il y avait un sujet pour eux depuis longtemps qui était de voir leur dérèglement climatique sous leurs yeux, tout simplement parce qu'ils ont vu depuis longtemps à quel point les vendanges se faisaient à des périodes de plus en plus tôt, et à quel point le dérèglement climatique venait impacter leur modalité de production. Et donc, ils ont été souvent en avance de phase sur ces éléments-là. Et donc, je suis très heureux de saluer ce prix, et ce prix aussi qui permet concrètement, c'est un enjeu, me semble-t-il, que nous avons devant nous, c'est la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la capacité à massifier les choses. C'est-à-dire qu'on montre qu'on a des solutions aux problèmes qui sont posés aux agriculteurs, et je crois que les agriculteurs attendent singulièrement beaucoup de l'INRAE. Je suis très heureux toujours d'entendre l'attente, alors parfois un peu excessive, à la pression qu'on peut vous mettre, parfois les politiques aussi, en disant comment ça, on n'a pas encore trouvé. On a à peine commencé à chercher, donc c'est parfois un peu long. Mais donc je suis vraiment heureux de saluer le prix et vous saluer collectivement et individuellement dans les travaux que vous avez menés depuis des années. En tout cas, merci beaucoup de ce que vous faites. Et puis, très heureux d'être là parmi vous ce soir pour ce moment. Et c'était intéressant de regarder l'ensemble des sujets qu'on a abordés, l'alimentation, le comportement alimentaire, les questions de production, les questions de milieu aquatique, enfin bref, tous les sujets qui sont des sujets devant nous et sur lesquels l'INRAE est puissamment compétente. Et puis dire un dernier mot de vous toutes et tous, communauté scientifique, chercheurs, et de saluer la passion qui est la vôtre. On a diablement besoin de cette passion, on a diablement besoin de chercheurs pour qu'un jour, lointain ou proche, on puisse trouver des solutions. En tout cas, merci beaucoup de ce que vous faites. Mais
désignés volontaires. Félicitations. Et il nous faut une photo aussi avec Monsieur Delmotte, hein, me dit-on dans l'oreillette. Mais oui, Monsieur Fesneau, on va avoir besoin d'une deuxième photo parce que c'est une équipe. Voilà, exactement. Bordeaux, Colmar. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous. Donc, bien évidemment, nous sommes très heureux et très honorés d'être aujourd'hui lauréats de ce laurier collectif Impact de la recherche. Nous remercions la direction générale d'INRAE, le collège de direction, d'avoir retenu notre candidature et ainsi que le jury scientifique de nous avoir décerné cette récompense. Un grand merci à nos départements de tutelle, les chefs de département et leurs adjoints également, pour le soutien sans faille qu'ils nous ont apporté durant de nombreuses années. Alors, quand on s'interroge sur les raisons de la réussite d'une recherche, reviennent souvent des mots comme compétence, détermination, persévérance. Mais pour ce qui nous concerne, je pense que l'alignement des planètes a été l'élément déterminant, avec notamment la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. En particulier, notre collectif tient à rendre hommage à notre regretté collègue Alain Bouquet, qui a été une source d'inspiration et de façon plus pragmatique, un pourvoyeur de ressources génétiques uniques pour ce programme de recherche. Évidemment, je ne résiste pas non plus à citer une partie de mes collègues et ceux qui viennent avec moi de Colmar, que je remercie vraiment à titre personnel, et au premier rang desquels Christophe Schneider, qui a été vraiment le maître d'œuvre du programme de sélection. Mais aussi Christine, Émile C., Vincent, Sabine, Marie-Hélène, Marie-Alique, Anne, Perret, Gisèle, Aurélie, Comlan, Éric et également tous ceux qui sont restés à Colmar. Alors, nous n'oublions pas également des collègues qui sont extrêmement importants dans cette affaire, c'est les collègues des unités expérimentales de Colmar, de Bordeaux, de Montpellier, d'Angers, qui ont contribué à cette chaîne de compétences allant du laboratoire au vignoble. Nous remercions chaleureusement l'Institut français de la vigne et du vin et tous leurs partenaires pour leur implication dans l'expérimentation et le déploiement des nouvelles variétés, ainsi qu'Agri-Obtention. Enfin, nous sommes très reconnaissants aux professionnels viticoles qui ont pris le risque de planter nos variétés avant même leur inscription effective et ont ainsi contribué à mieux les faire connaître. Alors, le programme INRAE Resdur va bientôt arriver à son terme avec l'inscription de variétés résistantes, une vingtaine prévues au total, dont la culture permet et permettra de réduire de 90% l'usage des fongicides en viticulture. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car la recherche continue avec la découverte de nouvelles résistances, de traits d'adaptation au changement climatique pour dessiner, pourquoi pas, un nouvel idéotype de vigne adapté aux contraintes du futur que l'on n'aurait plus besoin ni de traiter ni de greffer. À plus court terme, ces connaissances et ressources vont nourrir la douzaine de programmes déjà lancés par les interprofessions viticoles françaises pour créer des variétés résistantes à typicité régionale et ainsi prendre le relais du programme INRAE Resdur et contribuer à la transition agroécologique en viticulture. Merci de votre attention et je vous laisse. Bonsoir, chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le PDG, Mesdames, Messieurs. C'est un plaisir et un honneur immense que de recevoir ce laurier au nom de notre collectif et de l'équipe de Bordeaux. Je tiens à saluer l'équipe de Didier, qui a eu l'audace de se lancer dans cette aventure il y a plus de 20 ans. Et si ces lauriers leur doivent beaucoup, c'est vrai qu'il est aussi le résultat de notre très belle collaboration établie entre nos équipes, à peu près à cette époque aussi, et dont les compétences sont très complémentaires. Quelle a été la réussite de ce succès ? Je dirais en premier lieu, c'est l'engagement.
La protection des cultures ne peut se concevoir sans l'immunité végétale et la viticulture française s'était coupée de cette capacité d'innovation. Il faut ainsi rendre hommage d'abord à notre institut qui a été visionnaire en maintenant des programmes de création variétale sur la vigne à une époque où la demande sociétale était presque inexistante. Donc avoir un temps d'avance sur son époque, c'est la marque d'une recherche publique accomplie, je pense. Par ailleurs, je voudrais dire que l'impact des recherches que nous menons sur les vignes résistantes n'exclut pas l'exigence d'une recherche générique de qualité, qui repousse également les fronts de la connaissance. Et personnellement, je n'oppose jamais recherche fondamentale appliquée. Pour moi, il n'y a qu'une seule recherche, c'est celle pour laquelle on s'engage et à laquelle on croit. Mais je suis surtout fier ce soir de ce laurier parce qu'il récompense un travail d'équipe. On l'a dit, la recherche ne peut être que collective. Et si je ne peux citer ici ce soir toutes les personnes qui œuvrent à la réussite du projet, je voudrais tout de même saisir l'occasion pour témoigner de quelques rencontres qui ont jalonné la route vers ces lauriers. Tout d'abord, ma rencontre avec Perret Mestre. Ensemble, nous avons traversé l'Amérique du Nord à la recherche de mildiou sur les vignes sauvages, une région qui est source de la plupart des résistances de la vigne. Beaucoup de résultats nouveaux et surprenants sont issus de ces voyages qui ont modifié, je pense, notre compréhension de la résistance. Je dois également évoquer mon amitié avec Laurent Delière, qui a été cité dans le film, et qui le premier a eu l'idée de créer cet observatoire pour suivre le déploiement des vignes résistantes. Je veux parler de l'observatoire Oscar. Et s'il faut rendre à César le mérite de ses lauriers, c'est à lui que je donne. C'est aussi avec Laurent que nous avons construit en fait l'équipe sur la gestion durable des résistantes à Bordeaux. Et je suis fier d'être ici ce soir accompagné de tous les collègues qui la constituent. Je vais citer Isabelle, Julie, qui développe les techniques de phénotypage au laboratoire, Carole, qui s'occupe du séquençage, de la bioinformatique, Anne-Sophie, qui pilote maintenant l'Observatoire Oscar, Frédéric Fabre, qui dirige aujourd'hui l'équipe et qui modélise les stratégies de déploiement des résistances, ainsi que tous les doctorants, les post-doctorants qui ont travaillé ou travaillent encore avec nous. Je vais également remercier nos départements, SPE, BAP bien sûr, ainsi que la direction scientifique INRAE, particulièrement Rémi Caillat, Christian Huyghe et notre PDG qui sont les meilleurs défenseurs de l'Observatoire Oscar depuis le début. Et enfin, je remercie notre très bel institut INRAE qui nous donne les moyens de travailler avec toujours une très grande liberté d'action. Voilà. Et la route est encore longue pour voir s'accomplir la mutation qui s'est engagée. On est impatient de vivre tout ça. Et je sais pouvoir compter sur mes collègues qui n'ont pas l'habitude de dormir sur leur laurier et qui sauront, je pense, garder la tête froide. Car comme le disait Frédéric Dard, les lauriers se trouvent beaucoup mieux à leur place dans un civet de lièvre que sur la tête d'un glorieux. Merci pour votre attention. Bravo, bravo à toute l'équipe Vignes Résistantes. Bravo à tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a besoin d'autres photos? Non, ça va aller. Merci en tout cas. Alors oui, mais c'est après ça. Non. Oui, mais ils vont revenir parce qu'il faut qu'on... Ou alors Philippe, vous clôturez. Je veux bien, sinon vous montez et on clôture tous ensemble. Oui, mais vous savez, j'ai mon conducteur en tête. Hein. J'ai pas l'air comme ça. Ils vont pas descendre. C'est pour leur éviter de descendre et de remonter. Avec l'émotion, c'est dangereux. Ne descendez pas. Ne descendez pas. J'ai un micro pour vous, Philippe. Monsieur le ministre, j'ai un micro pour vous. On va clôturer ici. Alors, après... Mais pourquoi vous voulez absolument bousculer ce qu'on a prévu? Vous inquiétez pas. Mais peut-être, Marc Fesneau, enfin, vous avez assisté à cette soirée, on a entendu beaucoup de choses sur la nécessité justement de faire face à ces nombreux défis, à ces enjeux. Vous en avez parlé. Dans votre portefeuille, vous avez la question de la souveraineté alimentaire, ce qu'on pensait être finalement quelque chose d'absolument acquis sur le territoire européen. Je crois savoir qu'il y a une loi de programmation agricole qui se profile pour l'année prochaine. Vous êtes face à des chercheurs aujourd'hui qui justement sont, et on vient de le voir à l'instant, et qui font face à ces attentes. On vient de traverser une sécheresse qui n'est pas terminée, le stress hydrique est terrible. On a des agriculteurs, je ne vais pas rappeler ce chiffre, mais malheureusement, il y en a toujours un sur deux qui se suicide, enfin, il y en a toujours un qui se suicide tous les 2 jours. Pardon, je suis désolée. Ah là, c'est...
Mais comment aujourd'hui, comment vous voyez les choses quand justement on fait face à tels enjeux? Quelle est la place d'une institution comme l'INRAE? Et plus largement, comment est-ce que vous voyez ce texte de loi qui va devoir aussi un peu répondre à tout ça? J'ai combien de temps? Non. Simplement, c'est vrai qu'on va lancer les travaux, on commence à y travailler, Philippe Mauguin le sait très bien, pour essayer de lancer les concertations pour un texte. Il faut que je me rapproche, c'est ça? Pour lancer les concertations pour un texte qui devrait être présenté au Parlement au mois de mai ou juin 2023. Donc c'est bien ça l'objectif qui est devant nous. Quel est le défi? Le défi, c'est d'installer ou de remplacer un agriculteur sur deux, puisque dans les 10 ans, il y a la moitié des agriculteurs, soit 200 000, qui seront appelés, ce que je leur souhaite au fond pour beaucoup d'entre eux, à partir à la retraite. Et donc il faut qu'on trouve une solution pour essayer d'installer et d'assurer le renouvellement des générations. Et je dis souvent que le renouvellement des générations, ce n'est pas simplement la question du remplacement et d'une transmission reprise, mais c'est la question de gérer une transmission transition. Et de penser le système sur lequel on va être en se disant les agriculteurs qu'on va installer aujourd'hui, ils ne vont pas vivre dans le même monde que celui dans lequel ont vécu leurs parents ou leurs grands-parents. Parfois, d'ailleurs, ils ne seront pas issus même du milieu de la filière agricole, si je peux dire. Et donc, on a besoin de travailler avec ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'INRAE? C'est, de décrire, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas, ce que je disais tout à l'heure, décrire ce que peuvent être les attentes de consommation, le modèle alimentaire, les attentes des consommateurs, ce que peut être aussi, et ce que peut produire la recherche en ce domaine, ce que peuvent être aussi les effets du dérèglement climatique, à la fois sur le stress hydrique, ce que vous avez évoqué, et d'autres formes de stress, sur les parasitoses, sur les viroses, enfin, ce que ça va produire de nouveau dans le système de production. Et comment, avec ça, on assume à la fois une capacité à produire qu'il faut maintenir, parce que toute chose égale par ailleurs, le dérèglement climatique, de toute façon, on se le dit souvent, il impacte une réduction de la production. Et quelles solutions on a à proposer aux agriculteurs? Donc c'est ça, au fond, ce qu'on peut espérer pouvoir trouver avec l'INRAE. Enfin, quand on dit j'espère, je suis même assez certain qu'on trouvera avec vous les voies et moyens de répondre à toutes ces questions qui sont des questions de comportement alimentaire, de nouvelles alimentations, d'évolution des pratiques en forme de dérèglement climatique avec les contingences sur lesquelles il faut aller, qu'on a évoquées tout à l'heure, de réduction des produits phytosanitaires. C'est ça pour moi l'enjeu. Et puis on pourrait dire aussi, pour conclure, qu'est-ce que l'INRAE attend de la puissance publique? J'inverse la question. Et je prends un risque. D'abord, alors je commence par la fin, mais il faut toujours commencer par ça parce que ça permet de détendre l'atmosphère. D'abord, des moyens. Il me semble qu'on déploie avec Philippe Mauguin, on ne passe pas une semaine, enfin quasiment, sans aller ici pour lancer les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, qui sur la forêt, qui sur l'alimentation. Il me semble que France 2030 est un outil formidable pour s'appuyer sur l'INRAE, pour déployer des programmes de recherche pluridisciplinaires, avec des déclinaisons de nature diverses. Ça, je pense que c'est un élément très important. Puis vous êtes en droit d'attendre aussi que la puissance publique ne vous dise pas ce qu'il y a à chercher, parce que vous le savez très bien, mais plutôt l'horizon dans lequel on essaie de se mettre en termes agricoles. Et troisième élément, vous avez besoin de temps. C'est-à-dire que ça dépasse, y compris la durée de vie d'un ministre de l'Agriculture. Parce que ce temps-là, c'est un temps long. Et donc, c'est ça dont vous avez besoin. Du temps, de l'argent, et puis la capacité à dire quel est le chemin qu'on veut pour l'agriculture. Avec ça, on peut voyager assez longtemps, me semble-t-il. Merci beaucoup, Marc Fesneau. Philippe, est-ce que je fais monter les lauréats tout de suite et vous concluez? Bon, eh bien écoutez, je vais appeler les lauréats, les remettants, s'il vous plaît, à monter. C'est devant cette assemblée de lauréats que vous allez pouvoir conclure. Oui, et donc je vais conclure en vous remerciant, Nora, pour cette animation à la fois dynamique, détendue comme l'était malgré la pression. Nos lauréats, remercier tous les remettants qui ont fait aussi de cette soirée, je pense, une réussite. Merci, Monsieur le Ministre, de tout ce que vous avez dit et puis de votre écoute depuis que vous avez pris vos fonctions pour mobiliser la recherche. On va essayer d'être à la hauteur. Merci aussi à Claire qui représentait la ministre. Et donc, voilà, ma conclusion, c'est maintenant, il faut qu'on boive avec modération, mais vraiment avec beaucoup de joie pour célébrer nos lauréats. Un grand merci à toutes et tous. Et à l'année prochaine, évidemment. Alors, à l'année prochaine, évidemment. Voilà, les lauriers continuent. Merci à tous, bravo une nouvelle fois, on peut vous applaudir, bravo pour cette excellence. Et maintenant, buvons. Et merci, comme je le dis toujours à la dernière seconde, merci aux équipes de la communication. Évidemment. Qui ont fait un travail super et qui ont permis à cette soirée de se tenir. Merci beaucoup, bravo à tous.